Bienvenue dans l'heure des pros. Je suis ravi de vous retrouver avec mes invités. Beaucoup de sujets dans l'actualité aujourd'hui avec cette visite surprise d'Emmanuel Macron auprès des policiers. C'était cette nuit à Paris. Un déplacement préparé dans la plus grande discrétion par l'Élysée. On s'interrogera pourquoi. Et puis une annonce surtout à la clé pour les agents. Ceux qui travaillent la nuit gagneront 100 € de plus. Aucune statue ne sera déboulonnée. C'est ce que disait Emmanuel Macron le 14 juin dernier, il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, au nom de la fin du colonialisme, pour demander aussi réparation, à Fort-de-France, en Martinique, un buste et une sculpture ont été attaqués. Jean Castex, le Premier ministre, a fait part de sa condamnation. On en débat aussi sur le plateau de l'heure des pros. Et puis on parlera également de la fin du chauffage et des braseros sur vos terrasses. Ce n'est pas de saison, certes, mais cela inquiète déjà les professionnels du secteur des cafés et des restaurants. On aura en duplex d'ailleurs le chef Alain Fontaine. Avec moi autour de la table de l'heure des pros, j'accueille Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Causeur. À vos côtés, Éric Chall. Bonjour Éric, délégué général de l'UDI. J'accueille aussi Najwa El Haïté. Bonjour. Docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès. Et sur le plateau, Albert Bati. Vous êtes chef d'entreprise. Bonjour Albert. Nous sommes effectivement ici pour parler d'une visite surprise qui n'était pas annoncée par l'Élysée. Emmanuel Macron s'est rendu auprès de policiers parisiens hier soir en fin de soirée et le chef de l'État a fait une annonce assez symbolique et assez forte. Les précisions de Constance Meyer. Sa visite était inattendue, son annonce également. Après plusieurs mois de colère des policiers, Emmanuel Macron leur a adressé un nouveau geste de soutien. Ce sont 10 millions d'euros pour les bagueux, en raison des bouleversements que les cycleraires ont induits et de ce que ça a aussi induit sur les rémunérations. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vous accompagner. Donc les preuves, si je puis dire, l'engagement qu'il y a derrière, commencez maintenant, pour permettre votre action d'être plus efficace. Une prime qui fait écho aux revendications des syndicats de police. Une mesure sociale et pécuniaire qui va intéresser fortement les collègues et qui va témoigner de la reconnaissance de la nation vis-à-vis de ces policiers qui veillent sur nous la nuit pour qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles. Elle va dans le bon sens, mais c'est encore nettement insuffisant vis-à-vis des besoins exprimés dans les services opérationnels de police. Cette enveloppe s'ajoute aux 75 millions d'euros déjà débloqués pour améliorer le matériel des policiers, voitures, infrastructures, mais aussi le financement des caméras piétons qu'Emmanuel Macron souhaite généraliser avant la fin de son quinquennat. Un effort financier qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2021. Voilà pour les explications de Constance Meyer. On est en ligne avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Bonjour Noémie. On entend dans le sujet de Constance ces propos du chef de l'État. 10 millions d'euros pour les baqueux, dit Emmanuel Macron. Alors expliquez-nous un tout petit peu. Les baqueux, donc ce sont les agents de la BAC, c'est bien cela. Et il utilise ce terme. Ce n'est pas un mot choisi par hasard par Emmanuel Macron. Oui, alors là, il emploie le vocabulaire des policiers eux-mêmes, parce qu'il vient de les rencontrer. Mais cette revalorisation, elle concerne les policiers qui travaillent de nuit. C'était une des demandes assez récurrentes des syndicats de policiers. Ils l'avaient à nouveau dit le 20 juillet dernier quand ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils ont insisté sur le fait que les policiers qui travaillent la nuit, et c'est le cas de beaucoup d'équipages de la BAC, vous savez, ce sont des équipes de 3 policiers généralement qui sont en civil et qui se déplacent, patrouillent dans des véhicules dans les quartiers, enfin partout dans Paris, dans toutes les villes. Ils avaient coutume de dire, les syndicats, que les heures de nuit étaient payées en plus 97 centimes d'euros, c'est-à-dire rien du tout. Et donc c'était vraiment une demande assez récurrente, et c'est donc assez symbolique que ce soit le chef de l'État qui ait fait cette annonce hier soir. Oui, parce que c'est vrai, vous le soulignez, un déplacement du président de la République en personne. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit uniquement, entre guillemets, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il avait fait quelques jours auparavant cette annonce d'une dotation de 75 millions d'euros. Pour quelles raisons c'est important que ce soit Emmanuel Macron, Noémie Schulz ?
C'est surtout qu'on a un peu l'impression que Gérald Darmanin, il se fait déposséder d'un certain nombre des annonces qu'il pourrait faire en matière de sécurité. On a vu que beaucoup des déplacements qu'il a pu faire sur le terrain, enfin en tout cas certains des plus emblématiques, que ce soit à Dijon, que ce soit à Nice samedi, c'est accompagné de son supérieur hiérarchique, le Premier ministre. Là, c'est avec Emmanuel Macron dans un commissariat pour cette annonce. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que le chef de l'État a cette volonté, tout le gouvernement apparaît très mobilisé sur cette question de sécurité depuis le remaniement. C'est peut-être une manière pour Emmanuel Macron de dire moi aussi ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Il apporte son soutien aux forces de l'ordre qui se sentent malmenées ces derniers temps et hier encore avec ces déclarations du maire de Colombes. Et puis c'est sans doute aussi également un soutien au ministre de l'Intérieur dont on sait qu'il est en difficulté aujourd'hui en raison de cette plainte pour viol, ces accusations pour viol qui pèsent au-dessus de lui. Et on l'a vu dimanche, il s'est déplacé à Saint-Étienne-du-Rouvray pour rendre hommage au père Hamel tué il y a 4 ans et il y a été accueilli par une dizaine de gilets jaunes qui l'ont traité notamment de violeur. Donc je pense que c'est ces deux éléments-là. Et puis c'est amusant aussi de souligner, de remarquer en tout cas qu'hier soir Nicolas Sarkozy, lors de son interview télévisée, est revenu sur ces questions de sécurité et sur le fait que quand il était président, il en parlait beaucoup et il dit pour moi la sécurité, c'est un domaine qui appartient au président de la République. Peut-être qu'Emmanuel Macron l'a écouté. En quelque sorte, et Nicolas Sarkozy qui a aussi affirmé son soutien à Gérald Darmanin. Merci beaucoup Noémie Schulz. Vous restez avec nous parce que on reviendra vers vous pour parler d'une enquête publiée par nos confrères de Street Press, là aussi qui concerne la police et des accusations de racisme. On sera en ligne dans un instant avec Mickaël Dequin, qui est délégué unité SGP police des Hauts-de-Seine. Mais d'abord, votre réaction, Elisabeth Lévy, sur cette visite surprise et cet argent magique, on va le dire comme ça, à nouveau, pour les policiers. Il n'y a tout de même pas de raison que les policiers soient les seuls privés de l'argent magique dans ce pays. C'est vrai. Vous savez bien qu'il y a un gros problème d'heures supplémentaires, il y a un gros... Donc, la question de l'argent, je ne pense pas que c'était ça, c'est ça qui est au cœur de la chose, si vous voulez. Simplement, le problème des policiers n'est pas qu'on leur fasse des câlins toute la journée, qu'on aille leur dire qu'on les aime, etc. Le problème des policiers est assez simple. Je ne voudrais pas faire de la publicité pour ma paroisse, mais dans le dernier numéro de Causeur, dont le titre est « Justice pour la police », moi j'ai interrogé beaucoup de policiers. Ils disent tous la même chose. Bien sûr, chez nous, il y a aussi, comme dans toute la population, il y a des gens qui commettent des choses pas bien, qui disent des horreurs, qui font mal leur boulot. Il y a tout ça, comme dans tout le reste, comme chez les profs, chez les journalistes, et chez absolument tout le monde. Ça, c'est clair. Mais ils disent deux choses. Ils disent, on est un corps extrêmement contrôlé. On est un des corps les plus contrôlés. Donc l'IGPN qui fait des enquêtes, qui est tout de même plus que dans d'autres corps de l'État, c'est ça. Voilà. Il y a l'IGPN, mais il y a aussi la justice, si vous voulez, qui est quand même... Alors peut-être c'est plus récent, je n'en sais rien, je ne connais pas assez Mais la justice ne lâche pas du tout, si vous voulez, les affaires policières comme ça. Et dans l'affaire de Traoré, où la justice n'a rien, on voit bien qu'ils hésitent à clore, alors qu'ils devraient clore. Ils n'ont rien du tout pour incriminer les gendarmes. Donc, mais simplement, ils vous disent une chose. Nous, des policiers irréprochables, ça doit être des policiers qui sont protégés et qui sont protégés d'une façon, si vous voulez, qui est simple. C'est la justice. Or, si vous voulez, de là, la partie est totalement inégale, parce que quand un policier commet, alors je ne dis pas que c'est les mêmes, c'est pas deux bandes rivales, mais quand un policier commet une infraction, il est sanctionné. En revanche, si vous voulez, ils sont toute la journée agressés par des gens qui ne sont jamais sanctionnés. Tant qu'on n'aura pas résolu cette question, si vous voulez, qui est, donc le couple police-justice, c'est le discours qui revient tout le temps. C'est-à-dire, c'est l'impunité, mais je pense que Najwa en a certainement quelques exemples. Vous acquiescez. Mais est-ce que cela peut changer? Est-ce qu'il peut y avoir une inflexion à ce niveau-là? Il aurait de toute façon, si vous voulez, il était déjà assez scandaleux qu'il n'ait pas été question de ces questions.
questions-là pendant l'interview du 14 juillet. On reviendra peut-être sur Nicolas Sarkozy qui les a éludés sans se demander sur son bilan, sans être interrogé par le même journaliste d'ailleurs sur son bilan. Et sur les suppressions d'effectifs. Non, mais sur les questions régaliennes, si vous voulez. J'en ai marre, le chef de l'État, c'est pas un chef de bureau, si vous voulez. Ce qu'on veut, c'est entendre un discours clair, ferme, à horizon. On veut pas. J'ai pas besoin qu'il vienne annoncer, on va lui donner tant, etc. Je trouve qu'il fait un peu. Voilà. Najwa El Haïty, sur ce sujet, sur cette. C'est vrai qu'Elisabeth Lévy a raison, c'est-à-dire qu'il était important pour le président de la République de manifester son soutien auprès des forces de l'ordre, d'autant, comme vous le rappeliez, Elisabeth, le 14 juillet, ça manquait dans son allocution. Mais vous trouvez justement que le format de cette visite de terrain, qui n'est pas annoncé, et du coup le propos et ce qu'on en retient, une prise de parole qui s'apparente plus à une prise de parole informelle, elle est suffisante? On posera la question tout à l'heure à Mickaël Dequin. Il faut des actes et je pense que les actes concrets sont là, c'est-à-dire que déjà, vous le disiez, il y a une enveloppe de 75 millions d'euros. Pour le matériel, renouveler notamment les véhicules de police. 75 millions d'euros, c'est vraiment, excusez-moi, oui, dans le climat actuel, c'est vraiment une petite goutte. Oui, mais c'est vrai que c'est jamais assez. Mais en tous les cas, il y a un geste concret. Il y a ces 10 millions qui s'ajoutent pour indemniser la BAC de nuit. Donc ça, c'est des actions concrètes. Et on assiste à vraiment un tournant sécuritaire et régalien, et il fallait vraiment que le président de la République, personnellement, suite notamment à la visite du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice à Nice, puisse aussi montrer que ces questions-là l'intéresse également et qu'il a un discours aussi qu'il porte. Je me tourne vers vous dans un instant, Éric Chall, vous êtes délégué général de l'UDI, mais auparavant, je voulais entendre la réaction de Mickaël Dequin. Vous êtes délégué unité SGP Police des Hauts-de-Seine. Vous étiez au courant de cette annonce, cette visite présidentielle dans ce commissariat, parce que la presse n'a pas été conviée. Ce déplacement n'était pas à l'agenda du chef de l'État. Alors je vous rassure tout de suite, on est sur un même pied d'égalité que vos confrères. On a reçu l'information très tardivement hier soir et donc nous n'étions pas au courant de cette visite. Vous la saluez malgré tout. Ce déplacement était attendu par les fonctionnaires de police. Et est-ce que l'annonce est à la hauteur, selon vous, des attentes ? Alors mes collègues réclament depuis maintenant des semaines, voire des mois, une reconnaissance au plus haut sommet de l'État. On va pas revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le prédécesseur de M. Darmanin et puis la porte-parole du gouvernement. Clairement, ça fait du bien. On prend une bonne voie, mais de là à se satisfaire et de se dire que tout va aller mieux dans les semaines à venir, comme le disait votre confrère Elisabeth Lévy, ça risque d'être une petite goutte d'eau, puisqu'on a pris un tel retard, notamment en termes matériels, que certes ces 75 millions vont arriver et vont faire du bien, mais on est loin du compte. Mais vous demandez concrètement, que demandez-vous ce matin, Mickaël Dequin? Des moyens supplémentaires, c'est-à-dire une rallonge à la rallonge, entre guillemets. Vous demandez un discours plus fort, plus solennel du chef de l'État. Que demandez-vous? Alors nous, clairement, sur notre ligne, on est déjà sur le moyen matériel où on a pris un tel retard que mes collègues au quotidien prennent des risques inconsidérés, notamment dans les véhicules de police, notamment en termes d'équipement individuel. On nous annonce aujourd'hui donc que chaque fonctionnaire police va pouvoir être équipé de caméras piétons. On est très dubitatif parce qu'on sait très bien que ça va être un coût exorbitant. Alors si on consacre tout ce budget là-dessus, ça va être très rapide. On risque en fait de retomber dans nos travers, c'est-à-dire que ça va commencer, puis on verra jamais le bout, et puis l'argent manquera comme souvent. Donc voilà. Donc c'est pour ça on salue, mais on reste quand même assez sceptique sur l'évolution de ces mesures. Une dernière question, Mickaël Dequin. Cette annonce du chef de l'État, elle intervient après celle faite par Jean Castex ce week-end lors d'un déplacement à Nice. Il a notamment annoncé que les pouvoirs des polices municipales pouvaient être renforcés, donner plus de prérogatives aux agents municipaux. Est-ce que vous estimez que tout cela va dans le bon sens et qu'il y a peut-être la volonté de l'exécutif de rattraper, selon vous, un retard depuis le début du quinquennat sur ce sujet, effectivement, de la sécurité, de l'ordre républicain? Oui, le problème, c'est souvent ça, en fait, avec les politiques.
C'est qu'en fait, à un certain moment, ils mettent la priorité sur la sécurité, sauf qu'on se rend compte, avec cette délinquance qui ne cesse d'augmenter, que la sécurité, en fait, elle ne peut pas avoir des hauts et des bas, on ne peut pas avoir un moment de priorité, et puis pendant quelques années, on laisse tomber. Ça doit être constant, en fait. Les mesures doivent être constantes, le soutien, la politique sécuritaire doit être constante pour répondre à cette délinquance qui est forte, et surtout pour assurer et garantir une sécurité des citoyens. Maintenant, sur ce côté police municipale, écoutez, nous, on a déjà commencé à travailler avec certaines polices municipales depuis des années maintenant sur certaines communes. Il faut y aller à tâtons quand même, parce que je rappelle qu'un policier municipal n'est pas formé de la même façon qu'un policier national, que ça reste la sécurité reste un thème régalien, donc qui vient de l'État, et on risque vite de tomber en fait dans des mesures ou dans des situations où en fait on aura des communes riches qui assureront une sécurité à leurs habitants de façon forte, puisqu'il y aura une police municipale forte, et puis les communes les moins riches ils vont se retrouver avec une sécurité à une vitesse inférieure, ce qui est dommageable. Merci beaucoup, Michaël Desquin. Je rappelle que vous êtes délégué unité SGP Police des Hauts-de-Seine. Éric Chal, vous souhaitiez intervenir. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce plateau, notamment ces cycles. Effectivement, on peut s'interroger. Il y a eu un changement de ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin prend un poste. Il succède à Christophe Castaner, qui est succédé lui-même à Gérard Collomb. Est-ce que vous estimez qu'enfin l'exécutif a peut-être trouvé l'homme qui est en adéquation avec les attentes des Français sur ce sujet? Effectivement, on ne peut pas être sur une logique de coup de balancier en fonction des situations. Et d'ailleurs, quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai vu la visite nocturne, j'avais pensé un peu aux deux mamelles du sarkozysme. C'est visite de nuit et force de l'ordre. Et on voit bien que Gérald Darmanin a soufflé à l'oreille du président de la République. Ça va dans le bon sens. J'ai confiance dans... C'est la patte Darmanin-Sarkozy, cette visite. En tout cas, c'est... il avait déjà fait ce type de sortie, Emmanuel Macron. Essaye de mettre. Je pense que ça intervient justement à un moment où le président de la République va peut-être traîner un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, sa phrase, son mot sur les incivilités. Ça m'a beaucoup fait penser à Lionel Jospin, quand il avait parlé de sentiment d'insécurité. C'est pas un déni, c'était un manque de compréhension de ce que vivaient les gens. Et quand j'ai entendu ce mot d'incivilité, immédiatement, ça m'a soulevé l'épiderme. Et je me suis dit, là, il y a un vrai problème de compréhension. Et je pense que maintenant, on est dans un président de la République déconnecté, c'est ce que vous dites. Oui. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, une insuffisance de la compréhension. Quel mot auriez-vous employé? Je pense que les mots de Gérald Darmanin, je veux dire, c'est des crimes. Voilà, en appelant un acte criminel, un acte délinquant. Gérald Darmanin a parlé d'ensauvagement de la société. Oui, tout de même, c'était pas un mot... Non, mais par rapport à ceux du président de la République. Emmanuel Macron, pardonnez-moi. Au contraire, je pense que justement, Gérald Darmanin, de ce point de vue-là, a soufflé à l'oreille une compréhension un peu plus réelle du problème. Maintenant, la difficulté dans laquelle le gouvernement va se trouver, c'est le problème du en même temps. Parce que là, on est pile dedans. Vous voyez bien qu'au bout de 2 jours, Gérald Darmanin essaie de donner une direction. Et immédiatement, vous avez Barbara Pompili qui commence à souffler de côté en disant attention, il n'y a pas que ça, c'est pas les mêmes sujets, il y a d'autres choses. En creux, on comprend qu'elle défend le maire de Colombes qui a tenu, on en a parlé. Ouais, on reviendra sur cette polémique, mais vous avez l'impression qu'il peut y avoir une scission au sein de l'exécutif. Au bout de 2 jours, elle semble apparaître. J'aimerais voir ce que ce sera dans 2 mois. En tout cas, la direction que donne Gérald Darmanin va dans le bon sens. Vous voulez dire sur le mode parisien? Cette mesure, sur le mode parisien, exactement, sur le même mode. Et cette mesure va dans le bon sens. Maintenant, c'est dans la durée qu'on va voir si le gouvernement tient ce cap. Albert Bati, sur ce sujet, sur cette visite présidentielle, est-ce que vous estimez que là, il y a un joli coup de la part du président? Je suis content que vous n'ayez pas dit surprise, parce que vous êtes tous surpris, alors moi, pas du tout. Vous étiez au courant? Pas du tout. Enfin, c'est pas que j'étais au courant, parce que là, vous me charriez un petit peu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Déjà, comme je suis aussi dans ce registre de communication, j'aurais préparé exactement le même genre de coup. En fait, il a fait une erreur en laissant parler son ancien ministre de l'Intérieur, Castaner, et il n'avait pas réagi à ce moment-là. Emmanuel Macron, quand Castaner, si vous voulez, n'a pas défendu la police, l'émotion, le droit, tout ça. Évidemment, il le sait, on l'a dit, et ce que j'apprécie chez Emmanuel Macron, parce qu'il est très fort, et quand on est un communicant, on voit toute la subtilité du personnage, c'est à quel point il analyse certaines choses. Donc vous dites surprise, non, pas du tout. Il a changé son ministre de l'Intérieur en disant « j'ai fait une erreur ». Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se parlent. Qu'est-ce que vous dit Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que vous dit Nicolas Sarkozy hier? J'ai pas assez défendu mes ministres de l'Intérieur.
Et vous avez Emmanuel Macron qui réagit. Alors, en même temps, quasiment. C'est même pas en même temps, foulée, puisque je vous dis que c'est préparé. Vous dites que c'est une surprise. Moi, je vous dis que non, puisque c'est le genre de coup que j'aurais préparé pour mes clients à l'époque. D'accord. Donc, je vous répète que vous avez un Nicolas Sarkozy. Et en plus, il y a une espèce d'amabilité entre les deux qui est « Attends, je te laisse l'honneur d'aller sur un plateau télé en discuter. Je vais le faire. Ils vont tous croire que c'est une surprise. » Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, Macron se rend bien compte de l'émotion de l'opinion publique sur le fait de défendre la police ou pas. On va revenir dessus sur les propos du maire de Colombes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit là, concrètement ? Stop. On arrête. On reprend certaines obligations, certains devoirs. Il va falloir respecter notre police. Ça, c'est super important de le noter. Et puis, il y a autre chose, parce que vous parlez tous de Darmanin comme celui qui rentre dans les petits pas de Nicolas Sarkozy, où vous nous disiez que c'est un peu du Sarkozy-Darmanin, mais pas du tout. C'est du Macron en pleine puissance. Ce gars, il réinvente la politique, il réinvente la communication, puisque si vous regardez sa façon de communiquer, elle est constamment différente. C'est quelqu'un qui est constamment en mouvement. Vous allez vous dire... Ce qu'il n'invente pas, c'est la confusion entre l'action et la communication. Donc, si je vous suis, c'est-à-dire le fait qu'il fait beaucoup de com. Et on a parfois surtout le sentiment qu'il est peut-être à contre-temps aussi, parce qu'on attend d'un président de la République, c'est pas simplement de réagir après des événements. Il y a quand même eu une colère forte des fonctionnaires de police. Il y a aussi des inquiétudes d'une partie des Français sur des violences policières. Et donc il y a un chef de l'État qui est sur une ligne de crête. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui apprend la politique. C'est quelqu'un qui s'adapte très bien. Oui. Enfin, en même temps, on n'est pas des souris de laboratoire, je vous rappelle. Ça, c'est ce que vous pensez. Non, mais attendez. Si vous le pensez, ça vous regarde. Vous n'êtes pas des souris de laboratoire. C'est bien que vous notiez ça, parce que encore une fois, Albert Bati, on attend autre chose d'un chef de l'État qu'il apprenne. Que vous attendiez autre chose, ça c'est une chose. Moi, quand je travaille avec certaines personnes, j'entends ce que vous dites. Mais il y a un moment donné, patinage artistique. Nous sommes des souris de laboratoire. Il y a la note technique, la note artistique. Vous êtes conscient qu'il a des conseillers. Je ne suis pas là pour juger la note artistique en termes de communication du président de la République. Donc, ce qu'on attend, c'est plutôt des chiffres. Pourtant, c'est je ne conteste pas d'ailleurs sur ce point-là. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas de savoir si la séquence com était réussie ou pas. Mais parce que savoir si la police a les moyens de... Et c'est très bien, parce que quand on travaille, on ne s'adresse pas à vous. Vous voyez ? C'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes pas sa cible. Donc vous inquiétez pas. Ouais, mais ça pose pas de problème. Oui, mais moi, l'impression que ça donne. L'impression que ça donne, c'est que le président de la République n'est pas à l'aise sur ces questions-là. Et il y a une volonté de rattraper les choses. On peut rappeler qu'il n'a pas été élu forcément, a priori, sur ce sujet du régalien, de l'ordre et de la sécurité. Et compagnie, mais les questions économiques, il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise sur les questions économiques, etc. Et donc, on a l'impression qu'il a envie de rattraper les choses. Et c'est vrai que l'emploi du mot incivilité était vraiment un emploi malheureux. Les incivilités, ça n'existe pas dans le code pénal. Et faut faut nommer les choses. Un chat, c'est un chat. Donc, les mots ont un sens. Quand il s'agit de nommer des actes de délinquance ou des actes criminels, il faut dénoncer cela de manière claire. Et le code pénal est là pour rappeler les notions juridiques à utiliser. Qu'est-ce qui vous a choqué dans le terme incivilité? Je suis désolée, un crime n'est pas une incivilité. Il est légèrement en dessous de la main. Un acte de délinquance, un vol, n'est pas une incivilité. S'agissant d'actes, en fait, non mais il faut être honnête, quand on parle d'incivilité, normalement on parle de la zone grise, c'est-à-dire du type qui insulte les gens, mais sans les agresser, c'est-à-dire de toutes ces choses qui finissent par pourrir la vie, si vous voulez, des gens et des gens les plus pauvres, beaucoup plus que la grande criminalité ne nous pourrit la vie à tous, en fait. C'est ça la vérité. Donc, si vous voulez, il y a un problème quand vous dites incivilité, effectivement, vous semblez le minorer. Mais tout de même, moi je suis tout de même frappé quand
ce que vous dites est tout à fait vrai comme communicant, mais je crois qu'au bout du compte, ce qui désespère les gens, et je pense que chez Nicolas Sarkozy, ça a été assez frappant. Nicolas Sarkozy a un verbe qui entraînait beaucoup de gens. Au début ou à la fin? Non mais juste, j'y arrive à la fin du quinquennat. On peut pas dire, si vous voulez, que le verbe, en particulier toutes ces déclarations précisément sur la sécurité, sur l'autorité de l'État, sur l'immigration, etc., si vous voulez, sur son bilan réel, a été très très loin. Et ça, si vous voulez l'explication de pourquoi l'électorat de Sarkozy lui a fait défaut ensuite, je crois vraiment qu'elle est là. Pas sur les paroles, pas sur sa com. Sa com était très bien. Je veux dire, avec ses excès, avec ses ratages, avec tout ce que vous voulez. Je veux dire, Sarko, il a une puissance de verbe qui est réelle. Mais à la fin, les gens se disent, mais d'accord, tout ça, c'est des mots. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas réinventé. Et puis vous nous dites... mais réinventer, c'est aussi un mot, pardonnez-moi. C'est vous qui l'avez soufflé au président. L'ancien chef de l'État. Vous parlez de l'ancien chef de l'État. En ne changeant pas son Premier ministre, n'a pas réussi ce tournant et est peut-être en train d'engager Emmanuel Macron sur le sujet de la sécurité. C'est bien de le noter. Et puis alors, Madame Lévy nous dit... alors, elle parle dans le cadre de sa présidence... D'accord, mais Emmanuel Macron n'a pas été ministre de l'Intérieur avant comme n'a été Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a testé des propos, il a testé une attitude qui a fonctionné. Donc quand ça fonctionne, ça bien. Mais non, qui a fonctionné. Mais comment ça, non ? Excusez-moi, on a vraiment une divergence. Ah bah là, parce que vous, quand vous me parlez de fonctionner, vous me parlez de com, et moi, je vous parle pas que de com. Je vous parle du réel. Quand il était ministre de l'Intérieur, Monsieur Sarkozy, ça fonctionnait. Et ça fonctionnait bien. Il avait un opinion publique qui allait dans ce sens-là. Madame Lévy, quand ça fonctionne, on se dit qu'on va peut-être continuer, on va peut-être tester. Et après, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les choses ont été peut-être un peu différentes. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui monopolise un petit peu son environnement, qu'il a été ministre de l'Intérieur. Il vous le dit encore hier, il vous le fait sous forme de mea culpa. Ah, j'ai peut-être un peu déconné. Vous vous doutez bien que quand il discute avec notre président actuel, ils font quand même des petits échanges, ils font quand même des petites stratégies, puis ils font des calculs, ils font une analyse. Madame Lévy, vous êtes d'accord avec ça quand même ? Quand ils parlent, qu'ils font une analyse, oui. Non, parce que vous dites... Mais d'accord, je comprends pas. On est à la communication. Je suis d'accord, mais je vois pas bien où vous voulez. Parce que quand vous dites, il fait de la communication. Mais demain, vous allez nous dire sur ce même plateau... je vous ai donné des exemples. Sur ce même plateau, vous allez nous dire, ah ouais, mais alors... Le président, on ne l'entend plus, sur certains sujets. Non. Alors, attendez. La réponse d'Elisabeth Lévy, et puis... Je vous dis juste qu'on ne peut pas se limiter, si vous voulez, qu'il est très important, effectivement, le verbe fait partie de la politique. Oui. Le discours est en soi un élément de la politique, mais quand les discours, vous les tranchent avec... Si vous voulez, un certain nombre de réalités, cela devient désespérant pour les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer, c'est absurde, je ne dirais pas... Je dis simplement qu'il y a un moment où, dans le bilan de Nicolas Sarkozy président, il y a une grosse rupture entre le discours, et moi je peux vous les citer, ces discours évidemment de campagne, mais aussi après, si vous voulez, et ce qui s'est passé réellement. On peut le dire, mais bon, je veux pas... D'ailleurs, lui-même le dit, Nicolas Sarkozy, il dit « je n'ai pas fait assez sur la sécurité, j'aurais dû en faire plus ». Il le dit, ça, hier. Il fait son bilan, il fait effectivement son bilan. Il n'a pas fait grand-chose. Rapidement sur la police municipale, parce que ce qu'a dit le policier précédemment est très important. Il disait que on parle d'extension des pouvoirs de la police municipale, mais attention, la sécurité publique doit rester une compétence régalienne. Ça, on l'a entendu dans les propos de Michael Dequin. Mais c'est important parce que... Et vous estimez que les garde-fous, la formation... Il y a la formation, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait une rupture d'égalité entre les territoires. Et il n'y en a pas déjà d'une certaine façon de rupture d'égalité sur le territoire aujourd'hui ? Oui, non. Il y a des zones de police, des zones de gendarmerie, il y a des police de proximité. Il y a des juges, sur le même territoire. La sécurité, une police nationale, la sécurité publique est une compétence régalienne qui comme l'éducation, comme la santé. Voilà, comme l'éducation et la santé. Une définition. Et donc, si vous donnez, non, c'est pas une définition, c'est une réalité. C'est un cadre. C'est un cadre, oui, c'est un cadre. Ça peut s'adapter.
adapté. C'est un cadre. Moi, je vois Évry-Courcouronnes. Vous avez la police nationale qui travaille main dans la main avec la police municipale. Donc voilà. Donc il faut que ça reste une compétence régalienne, comme vous le disiez, comme l'éducation nationale. Et ça n'a pas vocation à changer a priori tout de même. Oui, Éric Challe et puis Elisabeth Lévy. On peut évoluer un petit peu sur le sujet. Effectivement, vous avez raison, c'est une compétence régalienne. Et bien entendu, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité entre les territoires. Cela dit, quand on oppose national et municipal, on oublie un paramètre important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des métropoles. Ouais. Et que les métropoles règlent quasiment le problème des disparités. Parce que, évidemment, il y a des banlieues riches, il y a des banlieues pauvres, il y a des quartiers riches, il y a des quartiers pauvres, il y a des quartiers à délinquance ou autres, mais il y a une péréquation interne dans les métropoles. Et donc, à partir du moment où il y a un fait métropolitain, je pense qu'on peut avoir un chemin pour essayer de rapprocher les logiques de police nationale et de police municipale, parce que ça devient complémentaire grâce aux métropoles. Il n'y a pas la police des riches et la police des pauvres. Elisabeth Lévy. Ce qui est vraiment difficile, à mon sens, une police qui n'est pas armée, franchement, ça ne sert à rien dans le contexte où nous sommes. Il faut arrêter. Parler d'armes à feu. D'armes. Ah oui, la police soit armée. Villes, la police non, parce qu'il y a un débat sur l'armement de la police municipale. Une police non armée. J'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'à Évry-Courcouronnes, une police non armée serait si utile que cela. On est d'accord, d'ailleurs, elle est armée. Elle est armée. Mais simplement, la question, c'est. Pas mal d'années. Quand vous dites, et j'y suis sensible, vous dites que la sécurité publique, c'est une compétence d'État, bien sûr. La question, c'est l'exercice de la force. Parce que la définition du cadre légal, évidemment, du cadre réglementaire et légal concernant la sécurité, ça relève de l'État. Ce sont des décrets d'État, quoi qu'il y a encore des décrets municipaux, à mon avis, des arrêtés municipaux qui peuvent, à la marge, changer des choses. Mais si vous voulez, la question, c'est comment on partage. Vous savez bien que c'est très important, l'exercice. Le monopole de l'exercice de la force, effectivement, doit être à la puissance publique. Et comment ça se partage selon vous? Comme vous êtes un peu praticienne, je vous pose la question. Allez, rapidement, Najwa. Rapidement, non, mais c'est surtout l'accès à des informations. Par exemple, au fichier S. Ça, c'est vrai que c'est une demande d'un certain nombre de maires. Les fouilles des véhicules. Exactement, des véhicules volés, des personnes recherchées. Et ça, c'est ce qui manque aux maires pour pouvoir être efficaces. Et donc, c'est une demande d'ailleurs du maire de Nice qui a manifesté aussi ses différents souhaits d'obtenir ce type d'informations. On continue de débattre après la pause de ces sujets de sécurité. On reviendra notamment sur les propos du maire de Colombes, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé son intention de porter plainte contre l'élu. Et puis on parlera aussi, notamment avec Noémie Schulz, de cette enquête de la rédaction de Street Press, le témoignage d'un officier de police judiciaire qui dénonce le racisme de ses collègues. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de l'heure des pros et on revient sur cette polémique. On en parlait hier ici même avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé son intention de porter plainte contre le maire de Colombes, l'élu des Hauts-de-Seine, après les propos tenus dans le cadre d'une commémoration, celle de la rafle du Veldiv. Le maire comparait les polices du régime de Vichy avec les polices d'aujourd'hui. Elisabeth Lévy, on avait eu ce débat. Il y a eu finalement une sorte de mea culpa du maire de Colombes, Patrick Chemovitch. On va voir sa réaction. Bien entendu, il n'y a pour moi aucune comparaison possible entre police et gendarmerie d'un État démocratique d'une part et police et gendarmerie de l'État pétainiste. Soyons charitables, mais... On ferme le... Non, oui, bien sûr, soyons charitables et fermons le débat à ce sujet, mais ça devrait peut-être être une sorte de leçon pour beaucoup de gens. Si vous voulez, c'est insupportable de vouloir rabattre en permanence, si vous voulez, des événements qui ont eu lieu il y a 70 ans et qui sont tout de même assez éloignés, effectivement, de la joyeuse cacophonie française aujourd'hui. Si vous voulez, nous sommes dans un pays pluraliste, démocratique, on peut dire ici à peu près ce qu'on veut et sur aussi d'autres plateaux. Donc, il y a quelque chose qui devrait servir à l'avenir. Le maire de Colombes a fait amende honorable, dont acte, on ne va pas l'accabler. On a le droit, vous savez, Baudelaire disait qu'il y avait deux droits, celui de changer d'avis et celui de se tirer, qui avait été oublié par la Déclaration des droits de l'homme. On a le droit de changer. Éric Challe, très rapidement, juste sur ce sujet. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y a peut-être deux tendances au sein du gouvernement, une tendance peut-être plus tournée vers la gauche sur
ces questions d'ordre et de sécurité, on n'a pas la même vision qu'une autre partie de l'équipe gouvernementale. Est-ce que le maire Europe Écologie Les Verts, là, a fait une erreur? Je pense que vous allez me dire oui, mais qu'il incarne un courant, une pensée aujourd'hui qui existe véritablement. C'est pas une pensée. Enfin, honnêtement, comparer la police actuelle au régime de Vichy, c'est pas une pensée, c'est inacceptable. Donc je veux même pas imaginer que ce soit... C'est condamnable et une plainte a été déposée par le nouveau ministre de l'Intérieur. Je pense que ça révèle surtout une totale inexpérience de certains élus qui viennent de prendre les clés de certaines collectivités. On a des électeurs qui ont voté pour eux en se disant c'était sympathique, on va avoir un maire écologiste, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je veux une autre tonalité. Et on se rend compte qu'on a mis en place dans un grand nombre de cas des idéologues. Voilà. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Enfin, c'est quand même une pensée, il y a une pensée de la repentance tout de même aujourd'hui. On y viendra. C'est pas loin. Oui, mais je peux pas, je veux même pas théoriser l'idée que ça pourrait être une pensée politique d'expliquer que la police aujourd'hui a quelques liens avec... Mediapart n'est parfois pas loin. Oui. Un instant, Michael Dequin est toujours en ligne avec nous. Vous êtes délégué unité SGP Police des Hauts-de-Seine. Michael Dequin, quand vous avez vu donc ce communiqué du maire de Colombes qui regrette ses propos et surtout la plainte de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous vous dites, voilà, c'est rentré dans l'ordre, il y a eu une réaction très rapide de notre ministre de tutelle. Alors ouais, c'est bien, hein, c'est ce que je disais hier lorsque j'étais au rassemblement devant la mairie de Colombes avec mes collègues. Sauf qu'en fait, nous, on ne peut plus tolérer ce genre de propos. Ce monsieur est devenu premier magistrat de la commune de Colombes. Ça veut dire des responsabilités, mais ça veut dire aussi des devoirs. Oui, mais en déposant plainte, en portant plainte, Gérald Darmanin, hier, va dans votre sens. Ces propos ne sont pas tolérés. C'est certain, et justement on salue la démarche puisque ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a des propos, enfin même plusieurs années, que des propos à l'encontre de notre institution sont lâchés comme ça par pure idéologie ou pour satisfaire certains courants politiques, sauf qu'en fait nous on peut plus tolérer ça. Donc on salue puisqu'on a franchi un cap. Là on a toujours eu des ministres qui nous ont dit on menace de déposer plainte, on va peut-être déposer plainte. Là on salue, bravo. Excusez-moi, je peux juste ajouter une phrase parce que c'est sur l'histoire. Il est clair, la police de Vichy a participé à des choses épouvantables, mais j'en profite, je viens de dire des choses là-dessus. Moi, je voudrais aussi parler de ces gendarmes et de ces policiers qui ont refusé de le faire et qui ont aussi sauvé des Français et des Juifs. Voilà. Et donc, des Juifs non français, je voulais dire, il y avait les deux. Et donc, évidemment, l'institution ne s'est pas bien comportée, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a eu beaucoup d'individus qui, eux, ont quand même résisté à ce qu'on leur demandait. Je voulais aborder avec vous ce matin ce témoignage recueilli par la rédaction de Street Press, le témoignage d'un officier de police judiciaire, ce policier qui dénonce le racisme de ses collègues, les faits qui se sont déroulés depuis 2017 au tribunal de grande instance de Paris. Noémie Schulz du service police-justice de CNews, vous êtes toujours avec nous. Vous avez lu cette très longue enquête publiée par Street Press et les faits sont très précis, hein. Oui, c'est une enquête assez édifiante effectivement du site Street Press sur des faits de racisme et de maltraitance donc au dépôt de Paris. Le dépôt de Paris, c'est quoi ? C'est cette prison, en fait, cet endroit dans les sous-sols du tribunal judiciaire flambant neuf des Batignolles où attendent les personnes qui vont être reçues par un juge, qui vont être déférés ou alors qui viennent d'être reçus par un juge. Et ce que révèle donc l'enquête d'après le témoignage d'un policier, Amar Ben Mohamed, qui a travaillé au dépôt pendant des années, eh bien c'est que dans ces cellules du dépôt, plus d'1 millier de personnes, plus d'1 millier donc de déférés ont subi de la part de certains policiers des humiliations, des insultes souvent racistes ou homophobes, des privations d'eau, de nourriture, des refus de soins médicaux. Il y a des exemples très précis parce qu'il y a vraiment eu un travail de très long qui a été fait par les journalistes de Street Press. Il y a par exemple cette femme policier
qui en pleine nuit décide de réveiller les déférés en prenant le haut-parleur et en criant « Allez debout, les bougnoules et les négros, c'est fini de dormir, on se réveille ». Certains des fonctionnaires mis en cause auraient également à plusieurs reprises profité des transferts vers les prisons pour voler de l'argent ou du petit matériel informatique à des personnes en ciblant généralement ceux qui parlaient très mal ou pas du tout français et qui du coup n'avaient pas de possibilité de se plaindre de cela. Et Noémie, quelles sont les sanctions? Les faits sont graves, vous les avez énoncés. Quelles sont les sanctions qui sont prévues? Alors, on a sollicité la préfecture de police de Paris qui dit qui informe que l'IGPN, donc la police des polices, a été alertée de ces comportements, que l'IGPN a enquêté, c'est ce que nous a confirmé la préfecture de police de Paris, et que 6 dossiers ont été transmis pour sanction, donc concernant 6 fonctionnaires de police. Il y en a un qui va passer en conseil de discipline au mois de septembre. Un conseil de discipline, c'est l'instance qui pourra éventuellement décider d'une exclusion de la police. Pour les 5 autres, ce sont des sanctions administratives, des blâmes ou avertissements qui sont en train d'être notifiés donc à 5 fonctionnaires de police au vu de la gravité des faits allégués. Mais ce que laisse entendre cette enquête de Street Press, c'est qu'il y a eu une volonté de la hiérarchie, en tout cas de certaines personnes de la hiérarchie, eh bien d'étouffer cette affaire et que pour un certain nombre de fonctionnaires, ça s'est traduit uniquement par des mutations dans d'autres services de police. Merci beaucoup Noémie Schulz pour ces précisions. Vous restez avec nous. Je me tourne vers Michaël Dequin, délégué unité SGP police des Hauts-de-Seine. Michaël Dequin, vous avez pris connaissance de cette enquête. Est-ce que vous y voyez là une dérive inacceptable de comportement individuel ou plutôt un système, une organisation qu'il faut cesser immédiatement? Alors tout d'abord, j'aimerais simplement mettre en évidence quelque chose. Puisque ça fait plusieurs mois qu'on a tendance un petit peu à dire que dans la police, on peut faire tout ce qu'on veut sans être sanctionné, et on a jeté un petit peu l'opprobre sur l'institution qui nous contrôle, à savoir l'IGPN. Force est de constater aujourd'hui que cette institution, elle fonctionne, puisque les rapports de ce collègue qui ont été transmis à la hiérarchie datent de 2019, on est en 2020, et on a déjà des collègues qui sont donc une collègue renvoyée en conseil de discipline, et le reste qui ont déjà été sanctionnés avec une notification de blâme. Donc ça veut dire que dans la police, on ne fait pas ce qu'on veut, et à partir du moment où il y a des dérives telles que des actes racistes, eh ben on est sanctionné. Et voilà, donc ça prouve bien que tous nos détracteurs qui disent que dans la police, on fait ce qu'on veut, non, on ne fait pas ce qu'on veut. Et on reste avant tout policier républicain. Si on franchit les limites, eh ben on est sanctionné. Mais est-ce que vous y voyez là des dérives individuelles ou peut-être par manque de formation aussi des fonctionnaires, souvent jeunes, qui travaillent au tribunal de grande instance? Dérive individuelle, c'est un constat mais cinglant, puisque là, on est en train de parler de 6 collègues. Vous savez, le dépôt de Paris, c'est le dépôt le plus important de France. On a plusieurs centaines de collègues qui travaillent dans ce dépôt, jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc je peux vous dire que si vous commencez à acheter l'eau propre sur un service où il y a plusieurs centaines de collègues par rapport à 6 brebis galeuses, s'il y a eu fait avéré, oui, clairement, ça reste qu'une très faible minorité, fort heureusement. Merci beaucoup, Michaël Dequin, pour cette réaction à cette enquête publiée par Street Press aujourd'hui. Votre réaction, Najwa El Haïty, sur ces faits de racisme, de comportement sanctionnable, là aussi? C'est des faits très très graves qui, en effet, doivent être sanctionnés. Et moi, j'ajouterais que heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, puisque c'est suite au témoignage d'un brigadier chef que cette enquête a été menée. Et souvent, ces lanceurs d'alerte... Et qui témoignent à visage découvert, officiellement. Eh bien, ils risquent leur carrière. Donc, il y a des gens courageux. Et donc, il faut vraiment que la loi les protège. Et d'ailleurs, depuis la loi Sapin 2, ça semble être le cas. Mais voilà, il faut vraiment protéger ceux qui dénoncent des faits très graves.
Heureusement qu'il existe des lanceurs d'alerte. Elisabeth Lévy. Najwa a raison. Maintenant, il faut faire attention. D'abord, on le sait très bien, il est extrêmement difficile de faire respecter les droits de l'homme à la perfection, etc., dans des lieux de détention. Je veux dire, on le sait parfaitement, puisque le premier droit de l'homme est effectivement... Mais là, on parle d'un lieu en plus très particulier. C'est ce qu'on appelle le dépôt. Non, mais c'est un lieu de détention, malgré tout. Le dépôt, vous pouvez pas aller venir. Vous êtes privé de votre premier droit, qui est la liberté de circuler. Donc et comme ce sont des lieux de détention provisoires, comme vous le savez, pendant des années, il y a eu des reportages accablants quand c'était au palais de justice. Comment on appelait ça il y avait un... Merci. Donc il y avait des reportages accablants, c'était tout à fait dégoûtant du point de vue des conditions matérielles, etc. Je dis juste, je constate des choses, hein, je ne suis pas en train de les excuser. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi faire attention, bien entendu, quand vous êtes policier, vous êtes investi de la puissance publique, donc tout ce que vous faites et dites est très important, mais vous savez, je voudrais faire une comparaison avec les féministes. Les féministes mélangent absolument tout, le propos un peu comme ça, la mauvaise blague. Donc il faut faire attention. Vous savez, il y a quelques années, un entraîneur, Mourinho, si je ne m'abuse, a été sanctionné parce qu'il avait dit pardon s'il y a des enfants qu'ils se bouchent les oreilles ou qu'ils se les lavent au savon. Il avait dit à propos des gens de la fédération, ces enculés. Et là, il avait été traité d'homophobe par la terre entière. Bon... Si vous voulez, ça me paraît... Donc voilà, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, Street Press apparemment raconte énormément de faits. Il y a 6 fonctionnaires incriminés. Ça semble... Soit l'IGPN est complètement pourri à ce moment-là, ce que je ne crois pas, personnellement. Soit ça veut dire qu'il faut... aussi, si vous voulez, apprécier chaque fait et pas faire un grand amalgame avec ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela, si vous voulez. C'est vrai qu'il faut... C'est pas ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ce matin, on parle de faits qui se sont tenus. C'est vrai qu'il faut éviter de jeter l'eau propre sur l'ensemble d'une profession. Là, c'est en effet... Ni même sur l'ensemble des policiers qui travaillent au dépôt, bien sûr. Et moi, je salue aussi la déclaration du représentant qui est avec nous. Michael Dequin. Voilà, qui n'a pas, il n'y a absolument aucun déni. C'est-à-dire que, évidemment... Est-ce que la police doit continuer à s'améliorer bien entendu, mais il faut aussi voir le chemin qui a été parcouru depuis tant d'années. En matière d'accueil des victimes, c'est absolument incroyable. En 20 ans, 25 ans, les progrès qui ont été accomplis avant d'arriver au commissariat, quand on était gamin, c'était limite si on n'avait pas le sentiment qu'on rentrait avec un autre statut. Les progrès ont été considérables sur l'accueil des victimes. Il y a également des progrès considérables sur la gestion des prévenus. Bien entendu, il y a encore un chemin à parcourir, il n'est pas terminé. Et l'absence de déni dont ils font preuve est la meilleure preuve qu'on va continuer d'aller vers l'amélioration. Albert Bati, je vais vous donner la parole. Je voudrais juste d'abord entendre Michael Dequin sur un point. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être améliorer, rendre plus transparent le travail de l'IGPN? Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'on peut attendre, par exemple, des mesures dans le cadre du livre blanc qui doit être publié à la rentrée après l'été? On ne peut pas enquêter. Vous savez, et de manière globale, notre ministère et tous les services qui en découlent, on est très mauvais en communication. On n'a jamais eu de service digne de ce nom, et je pense que oui, ça n'aide pas à la bonne image de cette institution. Pour avoir été une dizaine d'années sur la voie publique en Seine-Saint-Denis, je peux vous garantir que les collègues, en général, quand ils sont convoqués à l'IGPN, et Dieu sait qu'il y a de nombreuses fois où ils sont convoqués pour des simples dénonciations calomnieuses, quand on reçoit une convocation, en général, on dort très très mal. Et ça fait jamais plaisir de recevoir ce genre de convocation, même si on n'a rien à se reprocher, parce qu'on sait pertinemment qu'on va passer un mauvais moment. Donc c'est vraiment un service qui travaille, et je ne fais pas l'avocat de l'IGPN, mais clairement, c'est un service qui a un but, c'est que les policiers travaillent de manière carrée, et croyez-moi qu'il n'y a pas de cadeau. Donc ça, sur ce sujet-là, et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, on le voit bien, un rapport qui date de 2019, on a des conclusions d'enquête qui sont rendues en début d'année 2020, en sachant qu'il y a eu énormément de collègues à entendre, des témoins certainement et tout ça. Donc c'est quand même un travail qui a été relativement rapide, et j'aime pas rentrer dans la comparaison, mais si on prend une enquête judiciaire classique, rarement on a de l'efficacité en si peu de temps. Albert Bati, sur ce sujet. Je suis juste surpris. Après, c'est peut-être très bête comme réflexion, mais je comprends pas. Il y a des caméras maintenant dans les cellules. Pourquoi on met pas des caméras tout simplement au niveau de
C'est-à-dire que là, on n'a pas d'image, on n'est pas capable de... Au niveau du savoir... tribunal judiciaire aujourd'hui... Non, mais au niveau du dépôt. Vous avez dans les cellules, quand vous êtes interpellé, placé en garde à vue, dans les cellules maintenant, c'est quasi obligatoire et quasiment toutes les cellules ont Dans les cellules, il y a des caméras. C'est les gardes à vue qui sont enregistrés. Oui, oui. Mais c'est l'acte de garde à vue. Dans les cellules, vous avez des caméras aujourd'hui dans certaines... de toute façon, il va nous le dire. Je pense qu'on peut le laisser. Dans certaines cellules, on a des caméras et je me pose la question de savoir pourquoi on n'a pas des caméras. On va poser la question à Michael Dequin il va confirmer ce que je suis en train de dire. Noémie Schulz, peut-être, qui connaît aussi les lieux. On est en train de parler de faits de racisme. Alors, je suis pas un expert technicien en matière de caméras qui se trouvent dans les caméras Non, mais il y a des caméras dans les cellules. Il y a des caméras dans les cellules. Bien sûr, mais en fait, il y a des caméras... parce que tout le monde n'est pas au courant, visiblement. Mais attendez, il y a des caméras dans certaines cellules, par exemple, quand vous êtes un terroriste condamné, comme je ne sais plus lequel, qui était filmé tout le temps. Les détenus ne sont pas... Non, mais les détenus ne sont pas filmés en France 24/24, écoutez. Je sais pas, il est là, il faut lui demander. Je vous dis que si, il y a certaines cellules où ils sont filmés en permanence. Vous êtes en train de me dire quoi? Certaines, mais... Attendez, j'ai jamais dit que c'était toutes les cellules. Michael Dequin. Je ne me lancerai pas sur le sujet puisque j'ai pas fait le tour des commissariats de France. Je sais, pour y avoir travaillé dans certains commissariats, que les cellules de garde à vue sont équipées avec des caméras qui filment 24 heures sur 24. Maintenant, je n'ai jamais eu... Oui. Allez-y, poursuivez, Michael Dequin. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller au dépôt de Paris, puisque c'est les nouveaux locaux qui ont été inaugurés il y a peu, il y a un peu moins d'un an. Donc, clairement, je ne peux pas vous dire s'il y a des caméras à l'intérieur des cellules. Et cette solution, elle vous insatisfait ? C'est-à-dire de mettre des caméras, de façon de les étendre, puisque je vous dis qu'il y a des caméras dans certaines cellules et vous le confirmez, et de l'étendre au service... vous êtes en train de travailler, des caméras vous surveillent, ça poserait, parce qu'on réglerait un problème sur lequel on est en train de débattre un peu bêtement là. Les faits se sont passés, mais maintenant il faut peut-être penser aux solutions. C'est une bonne solution ou pas ? Mais je vous dis, pour y avoir travaillé, par exemple, on a un exemple, le commissariat de Stein, qui a des caméras de vidéo au niveau des cellules de garde à vue. Maintenant, j'y ai travaillé, ça ne me dérange absolument pas. Après, il faut avoir quand même un matériel digne de ce nom, et rarement on met des matériaux dignes de ce nom. Oui, c'est le débat qui se pose sur les caméras piétons, par exemple, qui ont une autonomie qui n'est pas forcément suffisante, disent certaines organisations. Que l'on déclenche ou pas soi-même. Je vous sens pas très à l'aise. Par exemple, nous on est filmés, vous voyez, on fait attention à pas, on dit moins de. On fait attention à ce qu'on dit. Ça peut être redoutable. Non mais je vous sens pas à l'aise. Non mais. On est simplement en fait en train de dériver sur le sujet, puisque là on est en train de parler d'actes racistes et donc de propos qui sont tenus. On est tous d'accord que le racisme, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de systématique. Et je suis le premier à vous le dire. Ni même d'occasionnel. Mais maintenant, je vous sens pas très à l'aise. Cette histoire de caméra, ça vous embête ? Mais c'est pas ça. C'est qu'on a l'impression en fait que c'est la chose qui va sauver tout. Mais en fait, non, j'ai pas dit que ça allait sauver tout. J'ai dit que ça peut être une solution. On parle aussi de formation, par exemple, des agents. Ça a l'air de mais vous c'est poser peut-être jeter le soupçon, parce que je pense que le malaise, si vous me permettez. On a été très clair, puisqu'on l'a dit depuis le début, on n'est pas contre l'expérimentation. On a lancé l'expérimentation des vidéos au niveau individuel, donc on n'est pas contre. Nous, de toute façon, à partir du moment où on nous proposera des solutions qui peuvent mettre un terme justement à tous ces gens qui nous crachent dessus et qui jettent l'opprobre sur toute une institution pour quelques brebis galeuses, nous, il n'y a pas de souci, on signe banco. Merci beaucoup, Michael Dequin, d'avoir été avec nous sur ce sujet de cette enquête de Street Press et sur ces faits commis au tribunal judiciaire. On va parler maintenant d'un autre sujet, celui des terrasses chauffées bientôt interdites. C'est une annonce faite hier par Barbara Pompili à l'issue d'un comité de défense écologique qui se tenait à l'Élysée, une mesure qui fait bondir certains professionnels des cafés et des restaurants. Regardez ce reportage à Lille, dans le Nord, avec Damien Deparnay. Avec des hivers souvent très froids, le centre-ville de Lille compte de nombreuses terrasses chauffées. Le gouvernement compte les interdire, mais pas dès cet hiver, seulement à partir de l'hiver prochain. Un délai salué par ce cafetier de la Grand Place.
Ça c'est très bien, ça nous laisse le temps de nous retourner, de trouver une solution, un substitut comme je disais. On travaille énormément avec la terrasse, que ce soit en été ou en hiver, donc ça va être une très grosse perte au niveau du chiffre d'affaires. Avec la crise liée au Covid, le chiffre d'affaires des restaurateurs et des cafetiers a déjà été largement amputé cette année. L'interdiction des terrasses chauffées est donc vécue comme un nouveau coup dur. Alors c'est un peu compliqué chez nous parce qu'en plus on a tout refait, les parasols et les chauffages sont neufs. Et donc effectivement oui, c'est une bonne solution d'avoir repoussé d'un an on va dire. Mais quoi qu'il arrive, on va y passer et on le sait très bien aussi. Du côté des clients, les avis sont partagés. C'est bien pour la planète et il fait froid dehors quand même. Donc c'est un peu, en fait il y a un côté bien et un côté moyen on va dire. Si c'est pour l'écologie, je suis d'accord avec eux. Je suis du côté d'abord écologie, après on voit pour boire un verre. C'est dommage de retirer ça parce que c'est vrai que l'hiver on est bien, nous en tant que fumeurs, on aime bien les chauffages, les terrasses chauffées. En France, certaines villes comme Rennes ou Thonon-les-Bains ont déjà interdit les terrasses chauffées sur leur territoire. Bon alors, bonne ou mauvaise idée, l'interdiction des terrasses chauffées. Je rappelle qu'on laisse passer cet hiver, c'est-à-dire qu'on peut encore déjeuner, prendre un café sous les bras à zéro et les chauffages, mais c'est pour l'après, Najwa Telaïté. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce système de chauffage est très énergivore et très polluant. Je vous citerai simplement un chiffre. Une seule terrasse chauffée de 12 mètres carrés émet autant de CO2 qu'un 4x4 de type SUV qui roulerait 350 km chaque jour. Mais la terrasse chauffée pendant combien de temps, ma chère Najwa ? Eh bien, toute la journée. Ah oui, bon, d'accord. Enfin, quelques heures, dès l'ouverture, dès qu'il fait froid. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, quand je dis toute la journée, c'est à partir du moment où il fait froid, vous allumez. Donc, c'est pas toute la journée. J'exagère un peu. Mais il faut. Ça, c'est les arguments des écolos. Oui, qui ont mais appris par cœur. Exactement. Avec des fiches. C'est assez factuel. Non, pas du tout. Un manuel qui fait assez. Un nouvel axe. Non, mais je vais faire un nouvel axe avec vous. Ils se sont distribués. Albert Baptiste, c'est assez factuel finalement. Non, parce que. Mais attendez, moi, je vais vous opposer. C'est des études sérieuses, mais arrêtez. Mais Najwa, si on arrête tous de respirer, il n'y aura plus de CO2. À partir de là. Mais non, mais elle dévie. Je vous dis pas qu'elles sont sérieuses. Je vous dis qu'ils vous ont distribué un manuel, puisque je l'ai eu ce manuel. Ils vous ont distribué un manuel avec des chiffres. Vous auriez pu aller plus. Moi, je l'ai eu. J'ai les mêmes chiffres que vous. Et ce que je dis à ça, c'est que si vous aviez un petit peu de courage. On prend puisque. Alors donc vous avez eu des chiffres qui vous disent que, par exemple, 4 jours sans YouTube. Vous avez exactement la même chose. Là, vous êtes 4 jours sans utiliser la plateforme. 4 jours sans utiliser YouTube, on arriverait au même résultat. C'est les chiffres. N'empêche pas l'autre. Mais enfin, Najwa. Oui, alors moi, je vais vous dire. C'est complémentaire. Oui, alors moi, en tant que chef d'entreprise, je vais vous dire pourquoi c'est un petit peu embêtant. On a fait des achats chez ces commerçants. On leur a fait croire à une certaine époque que vous pourriez accueillir, c'est-à-dire qu'on avait une loi qui interdisait. Je finis juste. On avait une loi qui interdisait de fumer. On dit à ces personnes qui fument, vous allez pouvoir fumer dehors. Et puis, bon, on va vous installer des façons de le faire de façon plus utile. Moi, je vous demande de vous mettre à la place d'un entrepreneur qui fait des achats, qui fait de l'investissement, qui part 2 ou 3 ans avant, et puis 2 ou 3 ans après, vous venez, puis vous dites... Alors, Albert Bati, Najwa Telaïté, on va poursuivre ce débat, je vous promets, je vous repasse la parole juste après la pause, et on sera aussi en ligne avec Alain Fontaine, maître restaurateur, sur ces sujets-là. On poursuit ce débat sur les terrasses chauffées, une interdiction après l'hiver 2021. Restez bien avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de l'heure des pros, toujours avec Elisabeth Lévy, Najwa Telaïté, Éric Chall et Albert Bati. On est en ligne également avec Alain Fontaine. Vous êtes maître restaurateur, président de cette association française des maîtres restaurateurs, chef d'un restaurant aussi, les Messes Turet. Et on est en ligne avec vous parce que l'on parle de cette interdiction des terrasses chauffées. Alain Fontaine, on l'a vu sur ce plateau, c'est une annonce qui fait beaucoup parler. Pourtant, j'ai lu qu'elle était déjà mise en place à Rennes depuis le 1er janvier 2020. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une manifestation tous les jours des professionnels, des cafés, des restaurants à Rennes qui poursuivent tant bien que mal leur activité, malgré un contexte sans doute difficile de crise sanitaire. Et une météo pas toujours clémente, pardonnez-moi, en Ille-et-Vilaine.
Attention. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour. Si vous voulez, les terrasses, c'est un vrai sujet puisque il y a quelques semaines encore, on expliquait que les restaurants et les terrasses, ça faisait partie du patrimoine culturel français. Et les terrasses, effectivement, représentent non seulement un patrimoine, mais représentent en matière économique 30% de notre chiffre d'affaires en moyenne sur la France. Alors, et réduire, comme je l'ai entendu sur le discours d'hier, à la prise d'un petit café sur une terrasse, c'est un petit peu réducteur. Il y a plus de choses qui se passent là-dessus sur les terrasses. Il y a aussi des emplois et donc il ne faudrait pas l'oublier. Donc sur le fond, on est tous d'accord et on voit les restaurateurs de Rennes qui se mettent en place. Il nous faut du temps pour nous mettre en place, mais surtout, il faut avoir de la concertation. Or, il me semble qu'un président de la République, récemment encore, a parlé de concertation. Et dans le discours d'hier, je n'ai pas entendu le mot concertation. Alain Fontaine, je rappelle que cette mesure, elle n'entrera en vigueur qu'après l'hiver 2020-2021. Donc ça veut dire qu'on laisse passer ce premier hiver et ensuite on met en place la mesure. Tout à fait. Et nous, depuis des années déjà, vous pensez bien que, par exemple, sur Paris, on est en discussion tout le temps avec la mairie de Paris pour chercher des solutions pour cela, parce qu'on sait que c'est un problème. L'écologie, ça fait longtemps qu'on parle d'écologie dans la restauration. On récupère nos déchets pour en faire des composts. On choisit les poissons qui sont en stock dans le milieu halieutique. On fait attention à l'impact carbone. Donc l'écologie, pour nous, est au cœur de notre activité, puisqu'on sait que c'est un vrai sujet et un sujet d'aujourd'hui et un sujet qui est de plus en plus pressant. Donc le problème du chauffage des terrasses, on le connaît, on sait qu'il va falloir le résoudre. Maintenant, nous mettre un coup près fin de l'hiver 2021 sans nous dire on va se mettre autour d'une table avec les professionnels, mais aussi avec les industriels, car ça va passer, le chauffage des terrasses va passer par les industriels, par leurs services de recherche et développement. On n'est pas tout seul là-dessus. Donc je pense que la concertation va être importante, mais je crois qu'il faudrait quand même éviter de charger la mule parce que c'est un peu dur d'être sorti du Covid-19. Non, on n'en est pas sorti encore. D'avoir expliqué qu'on était des transmetteurs, les lieux publics et en particulier les restaurants et terrasses, des transmetteurs de ce Covid-19, et maintenant on nous explique qu'on est des pollueurs. Donc, de là à dire qu'on est des voyous, ça avance petit à petit. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des chefs d'entreprise compétents et conscients de notre responsabilité envers la population et envers la planète. Il faut arrêter de penser qu'on est des farfelus et qu'on n'a pas, comme tous les Français et comme tous les gens qui parlent d'écologie, on sait en parler d'écologie, on en parle peut-être pour certains restaurateurs mieux que d'autres. Merci beaucoup Alain Fontaine. Vous restez en ligne avec nous. Éric Chall, sur ce sujet, vous pensez que c'est le coup de trop, l'influence là aussi de la tendance écolo au sein du gouvernement qui l'a emporté sur ce sujet? Déjà, je pense qu'il y a un sens du timing qui est absolument incroyable. On sait que les restaurateurs aujourd'hui vivent des difficultés économiques qu'ils n'ont jamais rencontrées dans les décennies passées. La clientèle du midi, elle est souvent en télétravail. La clientèle du soir, elle hésite à sortir parce que... Oui, mais vous le savez, Éric Chall, il n'y a jamais de bon timing, il n'y a jamais de bon calendrier. Et pas en France. Et je trouve ça assez étonnant. Sur le fond du sujet, d'abord, je crois qu'on mélange les chauffages. Il y a le chauffage électrique, il y a le chauffage au gaz. Il y en a un qui a quasiment pas d'empreinte carbone, donc on peut pas tout mélanger. Et bien entendu, il faut aller dans le sens de réduire l'empreinte carbone. Je pense qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus immédiats pour pouvoir le faire. Ça, c'est peut-être un véhicule diesel, c'est 0,00001 des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que si on veut vraiment aller fort, aujourd'hui, on peut le faire très rapidement sur plein de sujets. Il faut arrêter les négociations du CETA, parce que c'est ce qui fait venir la viande bovine d'Amérique du Sud, et ça, c'est terrible. Il faut remplacer le fret autoroutier par du fret ferroviaire. Il faut développer l'hydrogène. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on peut agir extrêmement vite. Mais ça, ce sont des sujets sur lesquels l'exécutif avance. Il y a eu des annonces, notamment sur le fret ferroviaire. Il y a Elisabeth. Non, mais là, je pense que vous parlez d'or, c'est-à-dire il y a un problème de cohérence, de mesure. Non, c'est pas seulement de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que vous voyez bien, c'était une boutade. Si on arrête toutes les voitures, vous aurez
0 mort sur la route. Si nous arrêtons de respirer, plus personne n'aura le Covid. Ce serait un peu radical et en plus il y aura moins de carbone. Et nous essayons, la France est un des pays qui limite le plus ses émissions de carbone depuis quelques années. Si vous voulez, la question est de savoir où on tape. On ne va pas tout arrêter. Donc arrêtons dès qu'il y a une source de carbone de dire et là vous dites, Elisabeth Lévy, on tape sur les mêmes. Je rappelle, ça m'étonne que personne n'ait rappelé. Et on a vécu des années sans terrasse chauffée, soyons honnêtes. Quand on dit que ça fait partie de la tradition, la terrasse fait partie de la tradition, la terrasse chauffée un peu moins. Mais elle répondait, je trouve que c'était un excellent compromis, très important. Si vous voulez, sur le vivre ensemble, je déteste ce mot, mais je vais l'employer, c'est-à-dire que ça permettait aux fumeurs, effectivement, de continuer à s'adonner à leur plaisir sans nuire aux autres. Ça me paraît... C'était le bon compromis. Mais évidemment, c'est le fruit d'un compromis. Ces terrasses chauffées, on a oublié à quoi ça répondait. Et vous l'avez dit, si vous voulez, il y a quelque chose pour moi, par exemple, une des sources les pires de carbone, c'est le tourisme de masse. Or, qu'entends-je, si vous voulez, depuis la fin du confinement, vivement que le Covid soit terminé. Pourquoi ? Pour qu'on puisse faire revenir des hordes, des autocars qui vont être devant la place d'Armes à Versailles, etc., etc., des hordes au Louvre, dans des bâtiments qui ne sont pas du tout faits pour ça, des Airbus énormes qui arrivent et qui déversent leurs centaines de gens. Si on veut vraiment changer de modèle, si vous voulez, au lieu de persécuter d'innocents fumeurs, je veux dire, il est peut-être temps de s'attaquer à cela, de sortir de notre dépendance horrible par rapport à une activité extrêmement destructrice. Donc, je trouve vraiment, moi j'en ai assez, si vous voulez, qu'on me dise ah bah oui, il faut faire venir les Airbus et que par ailleurs, on va m'empêcher de fumer ma clope tranquillement l'hiver, quoi. Albert Bati, quand la ministre fait ses annonces, qu'on entend vos arguments, elle cherche à convaincre qui, donc visiblement pas les entrepreneurs. Vous êtes non, son électorat, vous venez de le dire, c'est une ministre, c'est politique. On est si certain que cela, que c'est une mesure populaire ? Non. Non, mais alors... Même auprès des écoles. Non, alors attendez, parce que vous dites non, si vous regardez... Non. Oui, pardon. Non, vous avez raison. Ça, c'est intéressant par moment. Mais je vous dis une chose, si vous regardez le contexte, on sort d'une pandémie. Vous aimez pas que je fasse de la com, vous aimez pas que je fasse de la stratégie, mais j'aime bien quand même vous montrer qu'il y a des gens derrière qui manipulent mais bien tout faire ça. Des trucs qu'on n'aime pas. Voilà. Concrètement, on sort de quelque chose où les gens ont été choqués. D'accord ? Par la crise sanitaire. Vous avez des politiciens qui, depuis des années, on sait qu'ils travaillent sur ce genre de questions depuis des années. Et puis là, ils ont une ouverture, ils ont une fenêtre de tir. Très honnêtement, ils y vont. C'est tout à fait politique. Regardez Barbara Pompili. Elle arrive, elle est dans sa tête, et je vous le dis, c'est très sérieux, dans sa tête, elle a une histoire des 100 jours qu'ont les présidents, et je vais faire une annonce. Et je vais faire une annonce pour qu'on puisse en parler, qui doit faire le buzz, et qui doit absolument, parce que c'est ce qu'elle voulait, choquer. Donc après, vous avez des victimes, les victimes sont les restaurateurs, parce que eux... Ils vont embêter qui ? Et puis de toute façon, moi, Albert Bati, j'avais cru naïvement que maintenant c'était l'écologie du concret, des petits pas, et pas l'écologie du permanent. Elle va nous le dire. Vous allez voir qu'elle va nous sortir. Elle va nous sortir des chiffres et qu'elle va nous. Je vais vous sortir des chiffres. Najwa, vous allez sortir des solutions. Donnez-nous votre manuel parce que les gens aimeraient savoir. Dans le manuel, il y a toute la ligne à respecter. Je n'ai pas de manuel. Non mais là franchement, Najwa, elle a été. C'est désobligeant. Non mais elle a un cerveau qui lui appartient. Vous allez justement pouvoir donc vous arrêtez avec votre défendre votre position. Je suis minoritaire, mais je vais la défendre. Exactement. Vous allez pouvoir défendre votre position qui rejoint peut-être celle du gouvernement. Et qui est politique. Là, pour le coup, je suis pluraliste. Et qui est politique. Et qui est politique, mais la politique, ça peut être bon. On vous écoute. Donc j'en viens, non pas à mon manuel, mais j'en viens à mes convictions. Déjà, je rappelle que cette proposition, elle est issue de la Convention citoyenne du climat. Donc c'est pas sorti du chapeau de la ministre de l'écologie. Voilà, cette organisation créée après la crise des Gilets jaunes. En termes de légitimité, c'est pire. Ne refaisons pas le débat sur la légitimité de la Convention. D'accord, on en a parlé déjà hier. Les membres sont des citoyens. Donc je ferme cette parenthèse. Ensuite, je donne raison à monsieur quand il dit attention à l'écologie punitive. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il faut accompagner.
il a raison, monsieur, il faut de la concertation. Et je reviens aux villes, aux territoires. Il y a un certain nombre de villes qui ont ouvert ces concertations-là avec les commerçants, en effet, pour qu'ils ne soient pas pris de court par rapport à des investissements qui ont été faits. Mais moi, le constat que je fais, c'est que de plus en plus, il y a des restaurants. Là, dernièrement, d'ailleurs, j'étais en famille dans un petit restaurant et ils proposent des couvertures. Et, oui, des plaids, oui. Oui, et ça, c'est une des solutions, et vous notamment. Les interdirez quand? C'est pas moi qui les interdis, c'est le gouvernement. Albert Bati, ce que dit Najwa El Haïty, ce que dit Najwa El Haïty, vous nous donnez quelque chose et puis après vous nous le reprenez. En plus, ça donne un petit. On vous donne, on vous reprend. En plus, ça donne un petit Jean Lara dans le docteur Givago, ma chère Najwa, d'avoir une couverture. Achetez des couvertures et puis après on vous reprend. Albert Bati, ce que dit Najwa El Haïty, et on peut le comprendre, c'est que la concertation peut s'ouvrir maintenant. L'exécutif donne un cap, fixe une échéance. Et on ouvre la concertation. Non, parce que jusqu'à quand on est les rois du gaspillage. Non, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Reprenez votre livret anti-écolo. Le livret qu'on a eu ensemble, oui, alors justement, dedans, il y a des petites erreurs. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un moment donné, et Mme Lévy le soulignait, bon, ça s'arrête quand? Vous nous embêtez et vous allez nous embêter combien de temps encore? Je suis contre l'écologie punitive, monsieur. C'est ce que je dis. Il faut de la concertation et de l'accompagnement. Dans les faits, parce que vous dites beaucoup de choses. Déjà, il y a un délai, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que l'application de cette mesure, ce sera en 2021. Alain Fontaine, vous écoutez nos échanges, vous pouvez réagir. On va se tourner vers vous, peut-être l'Association française des maîtres restaurateurs, pour ouvrir peut-être cette négociation. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que cela a été précisé hier. Il y a quand même quelques mois devant vous pour mettre en place et accompagner cette mesure. Bien sûr, les organisations professionnelles, les associations, on va effectivement se mettre autour d'une table. Mais c'est déjà fait, ça a déjà commencé. Nous, chez les maîtres restaurateurs, mais d'autres restaurateurs, on est complètement liés à l'écologie, tant et si bien que quand on remet notre titre tous les 4 ans, on remet notre titre sur une charte, et à côté, il y a des engagements, et les engagements, c'est des engagements écologiques. Et les biodéchets, la protection du milieu halieutique et autres et autres. Donc, si vous voulez, le temps de la concertation va arriver. Mais ce qui a été dit pendant le débat, c'est qu'on est conscient de tout cela et c'est pas la peine d'aller plus vite que la machine. On sait qu'il y a une urgence climatique, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de nous faire passer pour des pollueurs. Il y a des pollueurs beaucoup plus importants. Et je pense et réfractaires à cette évolution, c'est ça. Vous ne voulez pas être les moutons noirs. Je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas encore être stigmatisés une fois de plus. Et effectivement, le vivre ensemble, c'est aussi vivre ensemble sur une terrasse. Et comme le disait monsieur, mais comme le disait aussi madame, sur une terrasse, c'est un besoin d'être ensemble, un besoin de passer un bon moment. Et le chauffage, on va trouver des solutions. Parce qu'effectivement, on parle du chauffage, mais c'est quoi? C'est le chauffage à gaz. Parce qu'il y a le chauffage électrique, le chauffage par eau. Donc les solutions existent. Les industriels vont devoir travailler. J'étais tout à l'heure, non pas avec des industriels, mais j'étais par exemple avec Babette de Rosière qui s'occupe de la gastronomie en Ile-de-France. Ils sont très préoccupés par ce sujet-là. C'est-à-dire que le discours de Barbara Pompili a été un peu mal reçu par certains d'entre nous. Pourquoi? Parce que c'est nous mettre un coup près en 2021 alors qu'on sait très bien qu'on a cet engagement-là. Et alors par contre, je reviens sur les plaids. Les plaids, d'abord, on se les passe de main en main. Les couvertures, on se les passe de main en main. Donc, bonjour le Covid-19. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On essaye de trouver des solutions. Pourquoi pas la bouillotte de la grand-mère il y a 200 ans? Ou alors le bonnet chauffant sur la tête? Vous vous imaginez cela? Non, moi je refuse de dîner avec un bonnet chauffant. Moi, j'aime bien les bouillottes. Alors là, il n'en est pas question. Ce qu'il faut, c'est construire quelque chose de pérenne pour protéger la planète, mais aussi pour protéger nos terrasses, c'est-à-dire les deux en même temps, protéger notre art de vivre et protéger la planète, et faire en sorte que les industriels phosphorent pour trouver des chauffages ergonomiques, beaux pour la décoration et qui protègent la planète et les habitants. Bien évidemment qu'il faut le faire, mais arrêtons de nous stigmatiser, nous ne sommes pas des voyous. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on n'a pas transmis le Covid-19, je suis désolé, d'autres n'ont peut-être pas fait leur travail, mais nous, quand on nous a demandé de stopper nos restaurants en 4 heures, vous avez on l'a fait.
Et on s'est battu, et on se bat toujours pour la distanciation sociale. Alors, je sais qu'il y en a qui jouent pas le jeu de temps en temps, mais comme dans toute activité, il y en a qui, on va dire, tiens, on parlait de couverture, qui tirent leur couverture à eux, bien évidemment. Mais la majorité des restaurateurs, on se bat contre le Covid-19 et on se bat pour une meilleure vie pour l'écologie. Elisabeth Lévy, vous souhaitiez ajouter? Non, mais monsieur a raison sur le fait de la dénonciation, parce que les agriculteurs ont vécu un peu la même chose. Or, si vous voulez, qui sont les grands pollueurs de cette planète? Bon sang de bonsoir, sont les mines de charbon, éventuellement. Oui, de grands industriels, bien sûr. Et ce sont les industriels chinois, je dis chinois, les Français aussi, mais il n'y en a plus, ou très peu, à qui nous achetons des masques en masse. Si vous voulez, c'est ça qui pollue. Et vous avez parlé du CETA, vous avez bien raison. Donc, si vous voulez, on prend ceux qui sont à côté de nous. Si vous voulez, comme ça, on montre au bon peuple. C'est plus facile d'aller coller une amende à un restaurateur comme nous travaillons que d'aller en bien Chine. Pour l'écologie. Le lendemain, comme vous l'avez très justement fait remarquer hier, cher Damien, on dit aux Français, achetez des bagnoles, parce que notre industrie automobile emploie aussi beaucoup de gens. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un souci de cohérence. Et je pense que sur le plan politique, vous avez raison, c'est genre, je fais un coup. Sauf que Madame Pompili ne s'est pas avisée peut-être d'une chose, c'est que la clientèle écolo, qui n'est pas, si vous voulez, celle qui veut absolument qu'on prenne des mesures tout le temps, qu'on lui montre absolument tous les jours, qu'on fasse acte de repentance climatique tous les jours, cette clientèle est aussi celle qui va sur les terrasses. C'est effectivement les urbains, les jeunes urbains des centres-villes. À ma connaissance, ce sont ceux qui vont sur les terrasses chauffées. Donc, je ne suis pas sûr que son joli coup à Madame Pompili est si ce qui est embêtant, porteur que ça. Éric Schall. D'ailleurs, c'est que, en fait, du coup, on met le focus sur une profession, alors que le problème global, à savoir qu'on chauffe trop, c'est un problème réel. Moi, alors, il y a eu par ailleurs d'autres annonces. Emmanuel Vargon, d'ailleurs, était présent ce matin. En général, vous voulez dire la rénovation énergétique, la rénovation des logements, des bâtiments. Tout ça va dans le bon sens. Et justement, on oublie. Moi, je suis alsacien, donc je trouve qu'à Paris, on chauffe beaucoup trop. Ah bah oui, non, mais ça, c'est normal. On n'a pas besoin de chauffer autant. Vous voyez, moi, je trouve effectivement qu'on a un rapport à la chaleur qui a évolué. Oui, mais attendez, c'est dans les gènes. D'années, et que bien entendu, ça chauffe trop. Mais quand on met le focus uniquement sur la question des terrasses chauffées, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel du problème. Oui, il faut révolutionner les mentalités, la manière de se chauffer en France, et tout ce que vous avez dit est parfaitement exact. Mais c'est un plan général. C'est on pas peut une se rééduquer quand on est frileux, vous croyez? Ah oui, venez. Je remercie Alain Fontaine, maître restaurateur. Par ailleurs, Alain Fontaine, une déclaration, là pour le coup, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui va sans doute dans le bon sens, la pérennisation des terrasses qui avait été mise en place temporairement, a priori, après la période de la crise sanitaire. Ça va plutôt dans le bon sens. Ça permet à des établissements, peut-être le vôtre d'ailleurs, d'avoir une activité supplémentaire et de se projeter sur le long terme cette fois-ci. Ça va sauver des entreprises, c'est très clair. Sur Paris, et dont le mien d'ailleurs, oui, vous avez raison, ça va sauver des entreprises. Mais en plus de ça, ça va dans le bon sens de l'écologie, parce que quand vous piétonnisez des rues et quand vous mettez des terrasses sur les trottoirs, vous évitez du stationnement, vous évitez de la circulation. Par contre, il faut que ça soit pour tous les commerçants bénéfiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les restaurateurs, il faut que les commerces de proximité, on en a parlé tout à l'heure, bénéficient de tout cela. Je pense que Madame Hidalgo a raison de faire ce qu'elle fait. Ça va dans le bon sens et ça va dans le sens de l'écologie. Merci beaucoup Alain Fontaine. Au menu du restaurant Le Mesturet, pour ceux qui auraient le plaisir éventuellement de venir vous voir ce midi. Alors aujourd'hui, on va faire un caviar d'aubergine qui accompagnera un poulet rôti à l'estragon avec un petit caviar d'aubergine. Et puis en entrée, on va faire une escabèche de sardines et on finira par une soupe de pastèque à la menthe et à la citronnelle. Il fait un peu chaud sur Paris, vous l'avez peut-être remarqué. À tout à l'heure. À tout à l'heure, exactement. On arrive. Et sans doute en terrasse parce que la météo le permet. Merci beaucoup Alain Fontaine. Merci beaucoup, merci à vous. Président de l'Association française des maîtres restaurateurs. On aborde un autre sujet maintenant, celui de ces statues déboulonnées. Aucune statue ne sera déboulonnée. C'était les propos du chef de l'État, Emmanuel Macron, le 14 juin dernier, il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, au nom de la fin du colonialisme, disent certains, pour demander réparation, expliquent d'autres, à Fort-de-France, en Martinique, un buste, une sculpture aussi ont été attaquées. Il y a eu une plaque au nom de Victor Hugo retirée. Jean Castex a fait part de son indignation. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, condamne aussi ces faits.
C'est même pas symbolique, c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun symbole entre les statues déboulonnées de Joséphine de Beauharnais. Il y a une espèce de violence, de dérapage incontrôlé avec notre histoire, avec des symboles, ce qu'ils imaginent être des symboles. Mais franchement, s'attaquer à Victor Hugo, c'est assez pathétique. Je crois que la seule explication qu'on peut donner à cette violence complètement débridée contre tout et n'importe quoi, c'est l'éducation. Voilà, à mon avis, il devrait se replonger dans l'œuvre de Victor Hugo et aussi son œuvre politique. Éric Chald, délégué général de l'UDI, j'imagine que vous soutenez, que vous suivez les propos de la sénatrice. Oui, je vais aller un tout petit peu plus loin, parce que j'ai entendu un historien dire hier que c'est de l'ignorance de s'attaquer à la statue. Et c'est ce que dit un peu la sénatrice, c'est aussi un sujet d'éducation. Je ne crois pas que ce soit l'ignorance. Quand je vois, je ne crois pas que ce soit l'ignorance. Parce que quand je vois, par exemple, le buste, la statue de Victor Schœlcher, qui est quand même la personne qui a fait voter l'abolition de l'esclavage, également sur la place du cours Nolivos, en centre-ville de Basse-Terre. Pour moi, c'est de l'activisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez... Mais de l'activisme de la part de qui ? Des activistes, j'y viens, qui à un moment donné disent, c'est un message politique, qui disent l'affranchissement du peuple noir, on ne doit pas être octroyé par... des Blancs, pardon pour l'expression, je ne la fais pas mienne. Et c'est un peuple qui doit s'émanciper. Et à ce moment-là, et c'est ça qui est absolument absurde, c'est comme si, on parlait tout à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme si les Justes, qui ont été honorés parce qu'ils ont sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne pouvaient être honorés que s'ils étaient eux-mêmes Juifs. C'est totalement absurde. Moi, je suis universaliste. Je combats absolument tous les racismes. Et ça me choque énormément qu'on fasse une distinction de ce point de vue-là. Parce que le problème de l'abolition de l'esclavage, c'est le problème d'êtres humains qui, à un moment donné, ont mis en esclavage d'autres êtres humains. Et pour conclure là-dessus, ce qui me frappe aujourd'hui, je refuse cette distinction des gens qu'on devrait honorer en fonction de leur couleur de peau. Je trouve très bien qu'il y ait aujourd'hui en Alsace, récemment, la décision d'avoir un lycée Rosa Parks. Comme je trouve tout à fait normal qu'il y ait des statues. Le problème, c'est qu'on a débaptisé un lycée Colbert pour ça. J'y viens. Et qu'il y ait, à l'inverse, des statues et des lycées Victor Schœlcher aux Antilles. Pour moi, c'est ça l'universalisme. On élève des gens en raison des droits civiques qu'ils défendent, quelle que soit leur couleur de peau. Donc oui, il y a des lycées Rosa Parks en Alsace, et oui, il y a des lycées Victor Schœlcher aux Antilles. Et oui, il y a des lycées Colbert ou pas ? Elisabeth Lévy. Bien entendu, il faut additionner les statuts. Moi, là où je suis en partie d'accord, enfin j'ai l'impression... Je ne suis pas sûr que quelqu'un sur ce plateau va défendre le déboulonnage des statues. Et d'ailleurs, on pourrait partir de ce constat, c'est qu'en fait, c'est défendu, encore une fois. Nous vivons sous l'emprise de groupuscules qui ne représentent certainement pas toute une population, certainement pas tous les Noirs, et qui, comme les féministes, si vous voulez, imposent leur tempo à la vie publique. Ça, déjà, en termes démocratiques, c'est un problème. La deuxième chose, oui, il y a plus que de l'inculture, il y a du crétinisme. Parce que le Code noir et Colbert, évidemment... Maintenant, on le sait parce qu'on l'a beaucoup dit, si vous voulez, que Colbert a introduit du droit là où il n'y avait que du fait. Donc, si vous voulez, il n'a pas inventé ni l'esclavage, ni la déshumanisation, il a mis du droit. Je m'en tiens juste là. Et en ce qui concerne Joséphine de Beauharnais n'a strictement rien à voir avec la décision de Napoléon de rétablir l'esclavage dans les colonies en 2002. Elle a doublement rien à voir parce qu'en réalité, l'esclavage n'avait jamais été aboli à la Martinique. Il n'a donc pas été rétabli par Napoléon parce que la Martinique était sous domination anglaise. Je n'ai pas inventé tout ça, je vais vous le dire, d'où je le sors d'une excellente chronique d'hier dans le Figaro de l'historien Patrice Guénifet, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. De l'inculture revendiquée, du refus de savoir, il y a une idéologie, si vous voulez, qui consiste effectivement, par exemple pour l'esclavage, j'ai oublié complètement que la spécificité de l'Europe et de l'Occident en matière d'esclavage n'est pas de l'avoir pratiqué, c'est de l'avoir aboli. Tout le monde entier a pratiqué l'esclavage, c'est certes très mal, avec nos critères d'aujourd'hui, mais cet anachronisme permanent consistant à nous faire aujourd'hui comme si, au moment où on pratique l'esclavage, on avait déjà inventé les droits de l'homme, invention occidentale, chrétienne même, etc., etc., c'est une volonté, c'est une attaque en règle
contre la culture occidentale. Alors bon, je sais qu'il y a plein de discussions sur ce terme, en tous les cas, contre notre civilisation, si vous voulez, qui serait porteuse de tous les maux. Et j'ajoute que oui, nous avons été colonialistes. Vous avez parlé de la fin du colonialisme, excusez-moi, ça recommence à remonter. C'est pas, le colonialisme est terminé, contrairement à ce qu'on nous dit. Nous avons été ceci et cela. Les royaumes africains n'ont pas été meilleurs que nous, peut-être plus faibles, donc ils ont commis moins de turpitudes, mais voilà, c'est comme ça. Et on assume notre histoire. Notre histoire, c'est notre histoire. Donc, effectivement, je vais dire, ça commence à bien faire. Vous dites, Elisabeth Lévy, on assume notre histoire. Najwa El Haïty, Albert Bati, est-ce qu'il faut protéger ces monuments, parce qu'on voit aussi la force des symboles, de faire tomber ainsi une statue, une sculpture, un buste qui porte des valeurs. Est-ce qu'il faut quand Emmanuel Macron dit on ne déboulonnera pas, de fait, il est contredit. Là où je suis étonnée, c'est que ces statues sont facilement déboulonnées. Enfin, je veux dire, la police n'agit pas. Enfin, je veux dire, ça se fait très facilement. Se situe à 150 mètres du commissariat. Victor Hugo, il a fait quoi, Victor Hugo, là-dedans? Mais c'est ce que je vous dis. Je pense que ça n'a rien à voir avec de l'ignorance. C'est un combat politique. Qui consiste à moi, dire je suis d'accord, l'émancipation d'un peuple. Qui poussent, d'ailleurs, c'est des activistes. Non, mais vous m'avez toujours pas dit ce qu'on reprochait à Victor Hugo, en fait. Quel est le chef d'inculpation pour Victor Hugo? Et quel est celui de Victor Schœlcher? Victor Schœlcher, c'est qu'il a trop tiré la couverture à lui, c'est ça l'idée. Il a aboli quand même l'esclavage, mais son reproche... Parce qu'on n'a pas assez parlé des Haïtiens, etc. Mais je vais vous dire son problème, parce qu'il était blanc. Évidemment, oui, qu'il a peut-être défendu la colonisation. C'est ce que je disais au départ, quand je disais qu'à un moment donné, pour ces activistes, l'émancipation passe par une auto-émancipation. Mais je vous dis, Victor Hugo, il doit y avoir une vague raison que je ne connais pas. Parce que... Oui, il aurait peut-être défendu, selon certains, la colonisation dans... Vous ne défendez pas la colonisation. Ce qu'il faudrait faire, évidemment, moi j'ai été honoré et fier lorsque Aimé Césaire est rentré au Panthéon. Et je crois qu'aujourd'hui, des signes de concorde, ce serait évidemment de rétablir les statues déboulonnées, mais ce serait d'élever à côté aussi les statues, justement, de ces personnes qui ont contribué à l'émancipation. C'est horrifié, à mon avis, mais par je crois qu'il faut une statue d'Aimé Césaire à côté de la statue de Schœlcher. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui si on veut réconcilier les gens. Pour terminer, simplement dire que ces statues, ce sont plus que des œuvres d'art. Ils ont une valeur mémorielle très forte. Et c'est par elles que le citoyen peut comprendre aussi les évolutions de notre société, comprendre le monde aussi dans lequel il vit et également tirer les enseignements de ce qui a été fait de mal par nos prédécesseurs. Et donc, c'est d'une crétinerie sans nom de déboulonner ces statues, et on voit vraiment un combat, une lutte entre la mémoire et l'histoire. Je veux dire, c'est le fait d'activistes dangereux, vraiment extrêmement dangereux, qui souhaitent réécrire l'histoire. Najwa, on ne l'aurait pas laissé, il est vrai, des statues de Pétain dans Paris. Je ne sais pas s'il y en avait après la Première Guerre mondiale, on ne les aurait pas laissées après la Deuxième. Mais effectivement, c'était un choix collectif, oui, national. Mais à un moment, il faut aussi tirer les conséquences de notre histoire. Il y a des choses qui ont été j'allais dire, positives, et d'autres négatives. On tire les leçons de notre histoire. Elisabeth Lévy faisait référence à cette tribune de Patrice Guénichet, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il évoque un mauvais vent qui souffle d'Amérique. Est-ce que là aussi, il peut y avoir cette influence dans ces actes commis, notamment ces jours derniers? Bon, vous connaissez mon positionnement sur cette... Non. Alors non, allez-y. Pour les téléspectateurs de CNews. Il y a quelques mois, j'avais sorti un communiqué de presse. Moi, je suis encore plus sévère que vous trois ici sur ce plateau. Vous l'avez remarqué, en plus, je suis noir, très content de l'être. J'en ai marre de ce misérabilisme dont on se sert. Vous parlez d'histoire sur ce plateau, c'est pas une question d'histoire. Vous l'avez très bien noté, Eric, mais c'est pas une histoire d'éducation. Au contraire, ça nous montre qu'il n'y en a pas. Ça nous montre qu'on connaît et qu'on maîtrise très mal l'histoire. Donc l'histoire de déboulonnage, oui, c'est une activité de certains pour se faire entendre. Alors j'en profite pour vous dire, c'est bien. C'est bien aussi d'inviter des chefs d'entreprise sur ce plateau. Vous qui avez votre ronde serviette sur ce plateau, vous n'en aviez jamais vu.
Et c'est ce qui va... N'exagérez pas. Non, on des ne voit chefs pas souvent, mais d'entreprise, pas des jamais. chefs d'entreprise, non, Madame Lévy. Non. N'exagérez pas, il y a déjà des chefs d'entreprise venus chez Pascal. Albert Bati. Non, Donc, Albert noir, Bati. non. Alors. Noir, non. Ah, vous n'aviez pas dit noir, mais moi je regarde, je compte pas les gens par catégorie. Je vous le précise, oui, mais attention, laissez-moi finir juste une chose. Attention au discours racialiste. Attendez, c'est extraordinaire. Vous me dites que vous n'avez jamais vu de chef d'entreprise sur ce plateau, et après, vous me dites que vous n'avez jamais vu de chef d'entreprise noir. Attention, non, mais juste pour vous dire, je vous le dis encore une fois, je suis beaucoup plus strict et catégorique sur ce sujet, à vous dire, on dévie parce qu'il n'y a pas une question d'histoire ou d'éducation, il faut balayer tout ça, mais on en a marre de ce misérabilisme noir, de ces histoires de racisme, je ne vais pas là-dessus, mais je vous dis, monsieur le signifiait tout à l'heure, une statue d'Aimé Césaire, son entrée dans des lieux prestigieux, la présence de certaines personnes dans certaines situations. Moi, je suis investisseur, j'ai investi dans une grosse boîte. Oui, je vais vous dire une chose. Évidemment, il faut encore une fois, Madame Lévy, ce qui est important, je crois que tout le monde est d'accord sur ce plateau. C'est les solutions. Bien sûr qu'on est d'accord. J'étais contre. Non, je suis vous dis pas plutôt vous êtes pour que ça existe sans le dire. Je vous dis juste que des fois, vous êtes là et je me dis, tiens, pourtant on dit la même chose. Bah oui. On dit la même chose. J'apporte des précisions. Je vous dis encore une fois, vous voulez qu'il y ait moins d'activisme, eh ben, il va falloir ouvrir d'autres portes. Je suis d'accord, mais si je suis d'accord à une réserve près, pas une réserve, disons, mais à une précision près, je pense qu'il ne faut pas le dire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin que vous me précisiez ici que vous êtes noir parce que je l'ai vu. il faut le dire. Non, vous n'êtes pas là en tant que noir, excusez-moi, vous n'êtes pas là en tant que noir. Je suis là en tant que chef d'entreprise et très content qu'aujourd'hui, puisque c'est une réalité, vous avez votre rond de serviette ici, vous devriez le savoir. Il y en avait. Vous savez, mon rond de serviette, c'est un travail. D'accord, une collaboration qui est professionnelle. Et vous adorez les rappeurs, vous adorez les présidents d'associations, les présidents de collectifs. Non, vous adorez les misérabilistes. Non, alors attendez. Vous adorez qu'on vienne pleurer, je peux dire une phrase, Damien. Et je suis pas une victime. Et on termine après. Je suis d'accord. J'ai compris enfin. Enfin. Vous avez raison. Voilà, merci, c'est bien de le noter. Si vous m'arrêtez parce que j'ai dit que vous aviez raison, on s'arrête. Parce que monsieur est précisément quand on roste ou quand quelqu'un vient au nom d'une association, subliminalement, il est là comme représentant d'une population, etc. Et monsieur n'est pas là. Et c'est absolument pas le cas. Il n'est pas là comme représentant d'une population. Il est là comme nous quatre acteurs ou quatre participants au débat public. Voilà. Et on est ravis de vous accueillir, Albert Bati, pour cette première sur l'heure des pros aujourd'hui. On est tous merci beaucoup. Restez bien sur CNews. On continue de débattre d'un autre sujet, cette fois-ci du sujet de la PMA. Dernière ligne droite pour le projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale. Et puis, on évoquera le retour d'un ancien président. C'était Nicolas Sarkozy hier sur le plateau de TF1. Restez sur CNews. De retour sur le plateau de l'heure des pros pour parler de ce projet de loi de bioéthique, dernière ligne droite à l'Assemblée nationale. On parle de procréation médicalement assistée à toutes les femmes. On est en ligne avec Caroline Roux, vous êtes déléguée générale adjointe Alliance Vita. Vous vous opposez à l'examen et à l'adoption surtout de ce projet de loi. Vous avez mobilisé hier, mais finalement assez faiblement en raison du calendrier, disent certains, opportun. Alors, en fait, il y avait beaucoup de monde, d'abord beaucoup de presse devant l'Assemblée nationale. Et ce que nous, on dénonce, c'est l'irresponsabilité du gouvernement, à la fois qui s'enferme dans sa décision de faire voter cette loi, alors qu'on est encore en pleine crise sanitaire, que les urgences des Français sont ailleurs, et les besoins économiques, sociaux, sanitaires aussi, et puis écologiques. Et puis cette crise sanitaire nous a montré que l'humanité était autant à protéger que la nature. Et là, ce texte prévoit d'intensifier la manipulation du vivant. Parce qu'il y a la PMA, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais cette PMA, c'est un véritable basculement, puisque ça conduit à la fabrication d'enfants qui seraient privés délibérément de père. Tout ça remboursé par la sécurité sociale. Et puis aussi avec un basculement de la filiation, des modifications profondes.
Mais il y a aussi d'autres choses. C'est l'intensification du diagnostic prénatal, de la sélection des êtres humains selon des critères génétiques. Et puis cette manipulation du vivant extrême avec la création d'embryons chimères homme-animal. Et voilà, donc là on franchit des lignes rouges justement sur la barrière des espèces. Mais Caroline Roux, vous dénoncez ce calendrier du gouvernement. Ce débat, il a déjà eu lieu en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce texte, il aurait dû être voté il y a plusieurs mois. Il y a eu cette interruption liée à la crise sanitaire. Il n'est pas profondément modifié depuis cette crise. Qu'est-ce qui vous choque finalement dans le fait que l'exécutif aille, entre guillemets, jusqu'au bout sur sa ligne? En fait, d'abord, il a été très modifié. Il a été très modifié, pratiquement complètement changé par le Sénat. Donc c'est vrai qu'il y a des oppositions fortes sur ce texte. Et puis, il a été modifié début juillet par la commission spéciale et même avec des mesures auxquelles était opposé le gouvernement. Donc on peut dire que le gouvernement a perdu une part du contrôle, notamment avec ces mesures de bricolage procréatif mélangeant une femme qui devient porteuse et l'autre qui donne ses ovocytes. C'est une dissolution de la maternité. La représentation nationale tout de même qui aura le dernier mot. C'est la représentation nationale. Oui, enfin c'est les députés, l'Assemblée nationale. En tout cas, il y a encore beaucoup de débats en cours qui demandent de la sérénité, qui demandent rien que hier. C'était le début des débats en séance. Il a fallu attendre 40 minutes que les députés de la majorité arrivent. Donc on a une sorte de désinvolture sur ce texte, alors que ça met en jeu vraiment les générations futures. Éric Chall, sur ce sujet, ce manque d'entrain peut-être justement des députés de la majorité. C'est vrai, on va écouter, avant de vous faire réagir, Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'elle dénonce. C'est le premier texte du nouveau gouvernement, alors qu'il y a tant d'autres priorités aujourd'hui qui préoccupent les Français en matière économique et sociale. Nous trouvons qu'il y a là quelque chose qui n'est pas à la mesure de l'importance de ce texte. Et puis, par ailleurs, sur le fond, ce texte est très contestable puisque, de notre point de vue, c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité que l'on considère que, finalement, la filiation n'a rien à voir avec la branche masculine. Cette PMA sans père se fait, de notre point de vue, au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, oui, plusieurs choses pour Annie Genevard, mais c'est vrai, vous assumez effectivement, vous estimez aussi qu'il y a une manipulation du gouvernement de choisir une fenêtre de tir dans le calendrier. J'emploierai pas les mots. Je suis d'accord sur ce point, mais c'est un sujet extrêmement complexe parce que ça touche à la bioéthique et ça touche à la vie, donc ça ne mérite aucune caricature. Je crois qu'il y a une partie des électeurs du centre droit ou de la droite qui, dans les dernières années, ont le sentiment de s'être fait embarquer dans un combat qui les avait un petit peu dépassés au moment du mariage pour tous. Et aujourd'hui, ces mêmes électeurs se disent « Non mais cette fois-ci, c'est pas notre combat, ne nous réembarquez pas une deuxième fois sur le sujet ». Alors même que précisément, cette loi bibliothèque est très différente du sujet précédent. D'ailleurs, quelqu'un comme Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI et du groupe UDI également, a été l'un des 3 ou 4 seuls députés de l'opposition qui avaient voté le mariage pour tous à l'époque, et qui cette fois-ci n'est pas d'accord avec le texte de loi. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, on a un problème de calendrier. Vous l'avez dit, il y a déjà une lecture, mais la lecture précédente, elle avait duré 3 semaines au mois d'octobre. Cette fois-ci, on le passe la dernière semaine du mois de juillet, le vote aura lieu début août. Le débat parlementaire, ça sert aussi à éclairer les consciences, les Français, que les gens se forgent un avis. Et je ne pense pas que le débat, cette fois-ci, permette de le faire. Il y a des positions qui sont diamétralement opposées entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur certains points. Madame Roux l'a très bien dit. D'ailleurs, je ne suis pas forcément systématiquement d'accord avec certaines des positions du Sénat. Mais je crois que si on avait pris le temps de rapprocher les positions et d'avoir un débat, ça aurait été plus apaisé. Et sur des sujets aussi importants que la bioéthique, c'était pas du luxe de se donner 2 mois supplémentaires. Allez, merci beaucoup Caroline Roux, déléguée générale adjointe Alliance Vita, d'être intervenue sur ce débat et ce projet de loi qui poursuit son examen en séance à l'Assemblée nationale. On va parler d'un retour. Vous vouliez ajouter, Elisabeth Lévy? Quand même, oui. Je pense qu'on voulait quand même intervenir sur ce sujet. Allez-y, parce qu'il nous reste J'essaye d'aller vite. À mon avis, mais ça c'est un avis personnel, il y a une rupture anthropologique qui me semble terrible et qui est en gros la déconnexion entre la reproduction et la sexualité. C'est
c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la rencontre avec l'autre sexe pour se reproduire. C'est l'achèvement en quelque sorte, ça avait commencé déjà, mais c'est l'achèvement. Pour moi, c'est une rupture anthropologique qui va atteindre aussi la division entre les hommes et les femmes, qui est attaquée d'ailleurs, la division des sexes, puisque maintenant quand vous présentez au Conservatoire national d'art dramatique, par exemple, vous pouvez dire homme, femme, autre. Et je donne cet exemple, il y en a plein, donc tout ça va ensemble et ça me déplaît. Mais je constate qu'effectivement, il y a probablement une majorité dans ce pays pour accepter cela. Je ne suis pas sûr que les gens aient pleinement conscience du fait que nous rentrons dans un nouveau monde avec cette histoire que chaque femme, en quelque sorte, pour avoir un enfant comme elle veut, c'est ça l'idée, hein, à terme, c'est vous pouvez vous passer, finalement, vous pouvez faire appel à des prestataires pour avoir ce qui vous manque, c'est-à-dire les spermatozoïdes, les ovules si vous êtes trop vieille, et le ventre si vous avez besoin d'une mère porteuse. Hein. Je pourrais, dans 10 ans, dire, ah bah tiens... je vais faire un enfant. Donc, moi, c'est pas un monde qui me plaît, mais voilà, je suis démocrate. Je constate que malheureusement, l'opposition a aussi été préemptée souvent avec des discours un peu cucul-à-praline, un papa et une maman. Tout le monde sait très bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas de papa et de maman. Pour moi, c'est la fabrication des enfants qui compte, c'est pas l'élevage. L'élevage, la vie s'en charge. Mais l'affiliation, pour moi, c'est vraiment très important. Et voilà, on est en train de changer de monde. Je suis pas contente, je le dis, et voilà. J'ai rien d'autre. Najwa El Haïty sur ce sujet. Oui, rapidement, il aurait fallu, je pense, accorder plus de temps au débat, car comme vous le rappeliez, ce projet de loi a quand même des implications humaines et sociétales à long terme. Donc c'est des enjeux, pour moi, civilisationnels, hein, vraiment. Donc on parle que de la PMA, mais je vous rappelle quand même qu'il y a 32 articles et il y a aussi des mesures strictement médicales également. Donc il est important de le rappeler. Et là, mon inquiétude, c'est concernant la GPA. Pourquoi ? Parce que je pense que là, il y a une possible ouverture vers la GPA. Parce que, souvenez-vous... Qui n'est pas prévu dans le texte. Non, mais là, je suis franchement inquiète parce qu'il y a eu un amendement LREM qui, dans un premier temps, a été adopté et qui prévoyait une reconnaissance automatique en France de la filiation d'enfants conçus par GPA à l'étranger. Donc je rappelle, GPA, c'est les mères porteuses. Et donc cet amendement a été rejeté par le gouvernement pour pas ouvrir une brèche concernant la GPA. Et là, aujourd'hui, je constate, j'ai entendu une intervention du ministre de la Justice qui estime que les enfants conçus par GPA à l'étranger ont eux aussi le droit de bénéficier d'un cadre sécurisant. Alors qu'ils en ont un en vrai. En vrai, ils en ont un, ils ont un père. Oui, ils ont un père. Et selon la législation américaine, il y a une mère qui est la mère porteuse. C'est ça l'affaire. Oui, bon, en tous les cas, il y a une ouverture. Là, ces derniers propos du ministre de la Justice ouvrent réellement une brèche vers la GPA. Et d'où mon inquiétude, parce que pour le coup, autant la PMA... Voilà, il faut accepter en effet l'évolution de la société. Autant la GPA, la marchandisation du corps de la femme me pose profondément problème. On termine là sur ce sujet. Caroline Roux, merci beaucoup, déléguée générale adjointe Alliance Vita, intervenue sur l'antenne de CNews dans l'heure des pros. Et on termine cette émission en se penchant sur un retour, celui de Nicolas Sarkozy, qui s'est exprimé sur le plateau de TF1 hier soir. Il a longuement commenté la politique actuelle et notamment celle de l'actuel chef de l'État. Écoutez Nicolas Sarkozy. Moi, je crois que quand le président de la République, quel qu'il soit, et en l'occurrence Emmanuel Macron, va jusqu'au bout d'une idée, jusqu'au bout d'une conviction, il ne se trompe pas. Au fond, notre société est en train de mourir de demi-décision et d'un système où tout le monde peut dire non, tout le monde peut empêcher et plus personne ne peut faire. Donc vous savez, moi, on m'a souvent brocardé mon volontarisme, mais je suis comme ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas parce qu'on est volontaire qu'on réussit. Mais si vous n'êtes pas volontaire, vous n'avez aucune chance de réussir. Pas de demi-décision de la part d'Emmanuel Macron, estime Nicolas Sarkozy. Albert Bati, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une filiation directe entre l'ancien chef de l'État et l'actuel. Ils se ressemblent finalement ?
Je dis qu'on passe le témoin. Je vous dis, on est entre copains, là. Donc, à un moment donné, il vous l'a expliqué encore hier soir, Nicolas Sarkozy est très content parce qu'il y avait eu cette rupture avec François Hollande. Il retrouve une complicité avec un ancien président, il se sent encore utile et il passe le témoin. Et vous avez est-ce qu'on peut dire élève? Est-ce que ça ne va pas choquer si je dis le maître et l'élève? Héritier quelque part, oui. Successeur. Alors, je vous approuve. Voilà, un très beau mot. L'héritier. Et puis, on remet un petit peu des gages à son héritier qui, en plus, je vous le répète, fait très bien le job. Moi, Sarkozy, c'est un petit peu de l'émotion. Vous savez, j'ai monté ma boîte en 2004 et je le répète, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand on était chef d'entreprise, soutenant, étant sarkozyste. J'entends aujourd'hui les gens qui s'indignent contre Trump. C'est aux États-Unis, je suis pas Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que être sarkozyste à l'époque, c'était traité de tout. On faisait non seulement insulter, c'était pas loin, et puis dans vos amis proches aussi, c'était incroyable d'être sur le plateau aujourd'hui et de pouvoir. Alors j'ai travaillé pour le gouvernement de Nicolas Sarkozy, j'ai été chargé de mission auprès d'un de ses ministres, mais au-delà de ça, Jean-Louis Borloo. Au-delà de ça, ça a été vraiment incroyable. Et de se retrouver en 2020, pouvoir l'exprimer. Et on a quelqu'un qui revient un petit peu dans le cœur des Français, qu'on le veuille ou pas. Ses livres font d'énormes ventes. J'ai vu qu'il faisait certains mea culpa dans le bouquin. Il est revenu vite fait. Le temps des tempêtes, effectivement, son bilan en tant que président de la République, c'est les années 2007-2008. Oui, exactement. Donc la fameuse phrase qui nous touche, nous, particulièrement, celle de Dakar, qu'il dit que je ne renie pas. Mais là aussi, moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire une vérité. J'en ai discuté avec beaucoup de gens en Afrique, parce que j'ai fait 4 ans en Afrique comme chef d'entreprise. Les gens étaient d'accord, avec une nuance. Moi, j'ai évoqué ce débat là-bas, j'ai même animé une émission sur le sujet, et je répétais, je disais exactement la même chose. Le noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Je rajoutais de façon économique. Tel est mon combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'on doit se réveiller, se lever, créer notre propre richesse. Et c'est le combat qui m'avait amené auprès de Nicolas Sarkozy. Il avait dit l'Africain, pas le noir. Hein. Pardonnez-moi, mais tout de même. Vous nuancez très bien. J'aime beaucoup. Éric Chal. Parce que je me sens français. Non, mais bien sûr. Mais... Éric Chal, vous avez aussi travaillé aux côtés de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Vous le revoyez aujourd'hui prendre la parole, commenter l'action de l'actuel chef de l'État, qui n'est pas de votre famille politique. Ça vous chiffonne un peu, ça vous heurte? Non, pas du tout. Je pense que sur cet ouvrage, c'était quelque chose qui était important pour lui. Vous savez, entre 2012 et 2016, on avait un débat interne avec lui, ses conseillers, sur est-ce qu'il doit y avoir à un moment donné cette remise en perspective de son quinquennat. Ce qu'on a appelé droit d'inventaire, peut-être. En tout cas, lui disait à l'époque, les Français se foutent de savoir si on doit regarder dans le rétroviseur ou pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que j'ai à proposer pour la France. Ce travail n'avait pas été fait à l'époque. Il en a pris conscience en 2016, il a fait un premier livre qui allait dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il avait besoin de cette remise en perspective. Il peut le faire de manière dépassionnée avec ses mots. Moi, ce qui me frappe le plus dans l'ouvrage, pour vous le dire, c'est que pour avoir passé des dizaines, enfin des centaines d'heures avec lui, en fait, ce sont exactement ces mots. Il écrit comme il parle. En fait. Il écrit comme il parle. Sa voix. Vous savez, quand je lis une phrase, je peux lever les yeux et en fait, la fin de la phrase déroule, et y compris avec ses mots et l'intonation. Et pourquoi troubler alors? Ouais, mais il y a quand même... Pourquoi troubler? Pas troublé, enfin positivement troublé, parce que ça fait partie de mon histoire. En ce qui concerne la séquence là aujourd'hui, la différence que j'aurais, enfin pas la différence d'ailleurs, ce que met en lumière le livre, c'était sa volonté permanente de leadership. Et je pense que ces années 2007-2008, ça permet de démontrer comment, à un moment donné, c'est un homme debout, Nicolas Sarkozy. Cette volonté de convaincre jusqu'au bout, de rassembler les chefs d'État et de dire à un moment donné, on va gérer cette crise ensemble. Cette volonté de convaincre et de persuader, ce leadership, je pense que ce qui a fait défaut dans cette crise du Covid, je n'accuse absolument pas Emmanuel Macron. Je pense que ça fait défaut à la totalité des chefs de l'État à l'échelle mondiale. Parce qu'il y a eu peut-être un partage des rôles aussi entre l'Élysée et Matignon, là où Nicolas Sarkozy, pendant la crise financière, sur le terrain,
pas le chef, c'est pas l'entraîneur, c'est le capitaine qui dit les gars, maintenant on y va. Je crois que ça a manqué, à un moment donné, cette capacité à se parler les uns avec les autres pour faire avancer et faire bouger les lignes sur la gestion du Covid. Les chefs d'État ne sont pas les mêmes qu'il y a 12 ans, évidemment. Dans certains cas... écoutez, mais excusez-moi, mais d'abord, moi, je trouve... Comment dire ? Moi, d'abord, je partage avec beaucoup de Français cette espèce d'affection qu'on peut avoir pour Sarkozy, et ça me touche parce qu'il a su toucher effectivement une France qui était quand même en train de s'éloigner de la politique, une France de classe populaire qui bosse, qui était un peu celle des Gilets jaunes à leur départ. Hein. Si vous voulez, c'est une France qui me touche, qui m'importe, et je vois effectivement, vous avez raison quand vous dites il a encore une grande popularité, je suis sensible à cela. Maintenant, si vous voulez, j'ai tout de même un problème. Je ne parle pas de la crise de 2008, c'est que quand on regarde, si vous voulez, Sarkozy, effectivement, a parlé d'identité, mais pour en faire quoi ? Si vous voulez, pour faire enterrer la chose par des préfets d'une façon hallucinante. Si vous voulez, je suis extrêmement sensible à la question de l'identité, mais franchement, il l'a plutôt enterré qu'autre chose. Il nous a expliqué que sur le régalien, il serait intraitable. Le bilan n'a pas été génial. J'ai déjà parlé beaucoup. Il avait parlé des flux migratoires que beaucoup de gens, notamment les immigrés récemment arrivés, sont pour réduire fortement, tout simplement pour les nécessités de l'intégration, qui ne marchent pas et qu'il faut bien refaire marcher. Tout ça, si vous voulez, je trouve quand même qu'il y avait autre chose à dire dans son interview que cette congratulation. Et enfin, ce qu'il a mis en lumière, effectivement, c'est une filiation qu'Emmanuel Macron essaye de cacher un peu. Peut-être pas tant que ça. Najwa a été sur ce thème, et pour finir. Pour finir, oui, c'est Nicolas Sarkozy, c'est un avis qui compte en politique. D'ailleurs, vous le rappeliez, ses livres rencontrent un véritable succès de librairie. Donc, il présente sa vérité. Celui d'Hollande aussi. Ça, il a insisté. Il présente oui, également François celui Hollande. du Monde, celui des deux journalistes du Monde. Mais donc, il présente sa vérité, mais aussi il présente les coulisses d'une histoire aussi française. Hein. Donc, c'est toujours très intéressant. Et puis, quand je dis qu'il a aussi une certaine influence dans la vie politique française. On a quand même un président de la République, Emmanuel Macron, qui n'hésite pas à le solliciter pour lui demander des conseils. Après, est-ce que ces conseils sont suivis ? Ça, on n'en sait rien. On lui prête beaucoup d'influence. Mais voilà. On lui prête beaucoup d'influence, notamment le dernier remaniement à des postes clés, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et le Premier ministre. Mais voilà, c'est un avis qui compte sur la scène politique française. Et quand il dit « je ne me présenterai pas, la politique c'est derrière moi », on a des raisons d'en douter, notamment dans le cadre de circonstances exceptionnelles. On le verra à l'avenir, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années le diront. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau à tous les quatre. Merci également à Fabien Perroche qui a assuré la réalisation de l'émission aujourd'hui, à Rémi à la vision, Greg Piccodalo au son, Audrey Berthaud, Johnny Hickson m'ont aidé dans la préparation de cette émission. Je les remercie. Restez bien sur CNews, l'information qui se poursuit. Aló, mujer.
Merci.